Bonsoir. Bonsoir à ceux qui s'arrêtent sur les concours. Merci de nous accueillir, c'est vraiment fort sympathique. Alice Mukeli. Elle a un avantage, c'est qu'elle est corse, donc le premier qui charrie, ça peut mal se finir. Qui est associée à l'agence. Moi, je suis Mathias Romvos. J'ai fondé l'agence en 2002-2003. Bon, je ne suis pas hyper précis parce que j'ai un peu galéré pour poser les statuts, tout ça. Donc ça a commencé vers 2002, ça a fini en 2003. Originellement, on vient du monde de la construction bois. On a donc un peu naturellement, on s'est porté sur ce matériau dans les débuts des années 2000. Et on va essayer de vous présenter un peu notre évolution, puisqu'en fait, dans les années 2000, on était aussi pas forcément hyper adaptés au monde qui nous entourait. Et on a essayé aussi de faire évoluer nos savoir-faire. Donc voilà, donc on va se passer un peu la main en ping-pong. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Ouais. Donc, une brève introduction. On est à Montreuil, nous, on est 3 associés à Mathias. On est 2 associés à Mathias depuis 2015, Hugo Joannel et moi-même, on est arrivés en même temps. Donc voilà. On est 3 et on s'organise un peu, on se répartit avec un pôle de conception et un pôle d'exécution. On essaie de se passer les projets en phase pro DCE. Hugo il est plus sur la partie justement conception et moi je suis sur les chantiers et la partie exécution. Donc on se passe en pro DCE. On essaye de en fait faire la partie. Moi je commence la description et les détails et comme ça on se fait la passation un peu entre les deux mondes comme ça. Et Mathias chapeaute l'ensemble. Vous êtes architecte. Alors on est tous les deux architectes. Alice est quasiment ingénieure travaux. Parce qu'elle n'ose pas le dire, voilà, je le dis. Alors c'est pas une honte. Non, mais je n'ai pas fini mes formations. Oui, tu n'as pas fini, parce qu'évidemment tu as trop de travail à l'agence. Mais voilà, elle est un peu longtemps. Donc il y a un tuilage qui se trouve en pro DCE, ce qui nous permet de faire redescendre des informations et remonter d'autres sur des volontés. Et on considère aussi que c'est important de ne pas forcément porter un projet jusqu'au bout comme une espèce d'enfant, comme voilà, mais que quelque part, d'abord, il ne nous appartient pas complètement. Il y a un maître d'ouvrage, des entreprises, parfois il y a même des gens qui achètent les logements qui habitent dedans, tout ça. Donc quelque part, c'est bien aussi qu'il y ait des pattes diverses et variées et qu'il y ait une philosophie un peu commune qui nous tienne et qui nous amène à ce projet. Donc moi je démarre souvent sur cette image-là, qui est une image que j'aime beaucoup. Alors d'abord l'artiste, Giuseppe Bennone, et là c'est un chêne qui doit avoir près de 200 ans. Donc pourquoi je l'apprécie ? Parce que alors il raconte plein de choses sur cet arbre-là, et ce que j'apprécie dans cet élément-là, c'est quelque part l'élément essentiel de l'architecture, construction bois. Et ici, on est vraiment dans un espace qui nous permet de le raconter. C'est le minimum de matière et comment arriver à ce minimum de matière. Et ensuite, que cette matière sert à plein d'autres choses. Donc en fait, c'est un peu notre philosophie, c'est-à-dire qu'on va essayer systématiquement, avec difficulté, puisque parfois on est pris pour les astronautes ou autres personnes vivant dans d'autres sphères, mais de fabriquer un élément en proposant une réflexion sur le modèle de la construction bois et sur comment fonctionne un peu un bâtiment en bois, en racontant que si les anciens l'avaient fait comme ça, c'est qu'il y a de bonnes idées, mais qu'on peut le moderniser et avoir des choses qui sont tout à fait modernes et classiques. Et donc, je pars du concept que un arbre, c'est pas encore un bout de bois, et qu'un arbre, en revanche, il y a une évidence symbolique et philosophique qui nous parle à tous. C'est-à-dire qu'il y a un aubier, enfin il y a une canopée, qu'il y a des troncs, qu'il y a des choses qui sont comme ça, qu'il y a du vide à l'intérieur, mais quelque part il y a énormément de plein, et dans cette image-là, on constate quand même que bien qu'on puisse se promener, il y a quand même quelque chose qui nous amène, même bien qu'il y a un vide comme ça, il y a quand même une grande partie de plein qui est un peu étrange, et qui, quand on finit par développer tout ça, on arrive par un gros tas de bois.
Et ce tatouage est pas encore un concept de construction, mais quelque part, il y a une certaine forme d'évidence ou de sympathie qu'on peut avoir avec ce matériau, qui parfois nous amène à le taper pour souhaiter bonne chance et avoir ce qui est touche du bois. Hein. Donc je rappelle, je refais ce petit point, toucher du bois, ça vient des charpentiers qui font que la charpente, donc le portique d'un élément tient debout, et que donc on peut taper, cette maison durera longtemps, etc. Donc ça nous porte bonne chance puisqu'on est sur un bois qui est beau. Donc ça c'était des lieux de séchoir pour le cédar, le red cédar, hein, c'est un conifère, dans lequel on fait de la planche et qui sert plutôt aux États-Unis pour fermer les bâtiments. Et donc il y a une certaine forme de ce que j'aime expliquer dans cette image-là, c'est qu'il y a une forme de minimum de matière pour un maximum d'émotion, et que l'empilement, la construction bois, c'est souvent une notion d'empilage dans des directions qui sont toujours variées et différentes, et c'est ça qui nous amène l'image n'est pas très bonne, à cette réflexion sur la construction bois. Et donc, le pavillon suisse d'Hanovre, de Peter Zumthor, raconte un peu cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il raconte cette massivité avec des petits éléments en bois et non pas de gros poteaux qui s'élancent le plus haut possible, mais par des petits éléments. Et donc ces petits éléments sont assemblés d'une manière assez intelligente, de manière à se ventiler au maximum, puisque le bois a besoin d'être comme dans une forêt, un peu ventilé au maximum pour pouvoir vivre dans des bonnes conditions. Et qui a une sensation quand même assez anthropologique, quoi, c'est-à-dire c'est un élément un petit peu évident de la première cabane. Voilà. Le bois rappelle toujours un peu cette odeur et cet élément-là. Et c'est quelque chose qu'on essaye souvent de faire dans nos projets régulièrement. Donc l'agence, je fais ces 7 petits points. Béton CLT, CLT MOB qui veut dire mur à ossature bois. MOB, double solivage muraillère, je vous expliquerai un petit peu les concepts. Double solivage muraillère que la ronde, les bois béton, donc toutes les parties connectées en pan de bois et ces éléments-là. Et tout le principe de la filière sèche qui nous semble extrêmement important, c'est une évolution. Et puis ensuite, cette bonne ressource, c'est-à-dire la réflexion de dire que nos forêts sont à 76% en feuillus, que nous avons à peu près 6% de notre bois qui est en conifère de type bien pour donc la deuxième transformation, c'est-à-dire pour la construction des bâtiments, hein, qu'il soit du lamellé collé ou du bruit de sillage, hein, ce qu'on appelle de l'écarré, et qu'en fait, aujourd'hui, si on dit « faites-moi un bâtiment en bois », en fait, ça veut un peu rien dire. C'est comme si on disait « faites-moi un bâtiment en forêt », et quand on va dans une forêt, il y a une certaine forme d'hétérogénéité des essences qui est extrêmement étrange de dire « on fait ça en bois ». Alors donc je fais une petite parenthèse historique qui est assez importante, qui permet de comprendre aussi un peu des évolutions ou des désirs en tout cas qu'on peut avoir et de construire en bois. Par exemple, quand on achète une table, on dit elle est en hêtre ou je sais pas quoi, elle est en chêne. Bon, l'essence nous semble évident, et d'ailleurs si on dit chêne, c'est qu'elle est plus robuste, si on dit hêtre, c'est qu'elle est plus rose et fine, etc., etc. En fait, historiquement, au 19e siècle, en France, on construit quasiment tous, et même avant, en bois. Nous avons de la pierre pour les rez-de-chaussée ou pour les façades sur rue. Hein, Haussmann nous explique ça très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on a un rapport de pérennité. Et puis ensuite, l'arrière du projet est en bois. Et puis ensuite, le métal arrive. Donc, on fait des ondins en métal. Mais que notre projet est en bois, mais qu'on a une façade... tous les bâtiments haussmanniens sont quasiment... beaucoup de bâtiments haussmanniens sont en bois. Donc, avec des planchers. La façade sur cour est en pan de bois, etc. Les immeubles de rapport un peu classiques qu'on a dans le faubourg sont entièrement en bois. Il y a un enduit devant, des pans de bois, des poteaux, et c'est classique, et ça pose de questions à personne, comment ça tient, etc. Donc, l'essence, quand il est recouvert comme ça, a peu d'importance, puisque en fait, elle est selon ce que l'on sort, et ce qu'on peut récupérer, ce qu'on n'a pas. Donc, ça c'est l'histoire à peu près du 19e, et puis on arrive début 20e, le béton arrive, le métal... commence à être important, on se rend compte qu'on peut d'abord s'élancer, donc là, le métal, ça je ne sais pas, il faut que je vais expliquer ce genre de choses, mais que tout d'un coup, il y a des matériaux qui amènent d'autres formes de liberté, ce genre de choses. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, qui a
une finalité assez terrible, qui est donc 19, fin de la guerre. On est vainqueur, bon c'est un coup de bol, faut être honnête, parce qu'on a gagné, mais enfin on a quand même perdu une part d'une jeunesse extrêmement importante, qui a été décimée, donc morts ou brûlés ou estropiés, ce genre de choses. Donc ceux qui construisaient les tranchées, ceux qui étaient au front, la Chagnos, c'était essentiellement des gens qui construisaient des bâtiments comme ça, parce que pour faire des tranchées, faire des ponts, faire des élans comme ça, on les faisait en bois, on ne faisait pas venir des bouts de béton ou de la pierre, vous imaginez bien. Donc en fait, à la fin de 19, il y a 96% du monde de la construction bois, donc de la charpente aciérie, des petits charpentiers, des couvreurs, qui sont décimés, qui ont pas d'apprentis pour pouvoir faire passer la suite, ou qui sont dans une dépression totale. Et donc la France s'arrête quasiment par évidence de produire cette continuité de ce savoir-faire qui était le savoir-faire de la charpente latine, du pan de bois, du pot-au-pot, de genre. Bon, donc ça c'est notre réalité, 20 jusqu'à... Voilà, donc qu'est-ce que font on donne la scierie de Tartampion, de René, on la file à Jean-Pierre, qui était évidemment le notaire du coin, donc on lui dit, tu t'occupes de ça. Bon, c'est pas son métier, donc je sais pas quoi. Donc ça, on dissémine complètement, on éparpille sur tout le territoire français des petits éléments. On fabrique un acte de propriété des forêts colossal. Nous avons aujourd'hui 4 millions de propriétaires de forêts, qui ont la plus grosse partie des forêts. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Et donc, vous pouvez, n'importe qui ici aujourd'hui, s'il a besoin d'une poutre, je sais pas quoi, en Douglas, en chêne, en hêtre, enfin bon, peu importe, il y a une scierie pas loin, si elle n'est pas morte encore, qui fait avec un petit banc de sciage qui peut le faire. Donc ça, c'était notre qualité du territoire français, contrairement à d'autres territoires qui étaient organisés encore dans des structures qu'on n'aurait pas perdu sur le jour. Donc ça c'est 1920, on arrive, le béton, l'acier se développe, c'est l'avènement de l'acier, enfin bon, on fait des projets aux États-Unis, enfin voilà, des trucs un peu importants. On arrive à une période extrêmement importante qui est la Seconde Guerre mondiale, où là on a la grosse Bertha, donc là on est bon, là on va y arriver. On gagne cette guerre, bon voilà, ça c'est une évidence, donc du coup ce coup-ci on va pas se faire avoir, on va aller se faire rembourser clairement ce qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'il y a j'appelle ça le pillage, mais bon c'est une forme de dette. Le charbon, le bois, l'acier sont récupérés par camion, par train depuis l'Allemagne pour récupérer ça. Et donc la France récupère ça, donc on donne toujours à René, qui était notre notaire mais qui est devenu lui plus malin que les autres, le bois qui va devoir redistribuer dans le secteur. Donc en fait on a fabriqué des grosses structures comme Monet-Sèvres, Eurolamé-les-Collets, Cosilva, enfin dans le territoire, dans les 5 à peu près gros territoires français, des grosses structures françaises qui sont assez petites en vrai par rapport aux Européens, qui ont récupéré ce bois-là et qui ont dû s'en occuper à des taux extrêmement faibles, à des coûts extrêmement faibles, pour pouvoir s'en servir et faire ça. Donc pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, du coup, notre territoire français, par rapport à la filière de la construction de bois, s'est arrêté, dans le début de la Première Guerre mondiale, et qu'on arrive en 1945 et qu'on n'a toujours pas développé notre système et qu'on ne sait toujours pas comment s'en servir, et que donc l'Allemagne, l'Autriche, enfin essentiellement l'Allemagne, qui nous devait un paquet de pognon dans ces heures-là, de cette Seconde Guerre, ils ont dit ok, on doit rembourser, donc on va optimiser réellement, donc Karlsruhe étant une des universités qui s'occupe de ça, optimiser notre savoir-faire de compétences. Donc en fait, quand vous voyez un épicéa ou un pin, enfin ce qu'on appelle les pins du Nord, 20-25 ans, ça arrive à un diamètre qui va de 35 à 40, voilà. Ça veut dire qu'on a un duramen qui fait au moins 20-22 à l'intérieur, ou 24, jusqu'à 26, selon lesquels, s'il est plus ou moins bien ensoleillé ou pas. Et qu'on a un aubier, donc je parle de la coupe d'un tronc d'arbre. Duramen, c'est la partie qui est dure. L'aubier, c'est la partie qui est encore jeune, qui est plein de nourriture pour pousser. Donc voilà. Et que dans cette épaisseur-là, en fait, finalement, ils savent qu'ils vont pouvoir sortir une quantité par rapport à un temps en cubage le mieux possible. Donc aujourd'hui, quand on parle d'une section, je sais pas, 240 par 120 ou 260 par 180, si vous voulez, et des sections un peu classiques, c'est des sections
alors j'ai rien contre les Allemands bien sûr, mais c'est des sections qui sont fabriquées par l'Allemagne pour optimiser leur envoi essentiellement à l'Europe, enfin à la France et à l'Angleterre, pour pouvoir rembourser ces dettes. Donc en fait, nous, on ne sait toujours pas comment on fait, donc on a pris ce savoir-faire, puisqu'ils l'envoyaient, et on s'est dit, nous, on va faire du résineux. Donc avant la Première Guerre mondiale, le résineux, c'est ce qu'on appelait, c'était du bois qui servait essentiellement pour les bêtes, enfin pour les animaux, pour les granges, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, on travaillait plutôt avec des bois, disons, entre nous, feuillus, et qui avaient, entre guillemets, une valeur, enfin c'est ce qu'on dit, plus noble que le pain. Bon, alors le mot noble, j'aime pas trop, mais voilà, c'est important. Ça, c'était pour savoir ça. Pourquoi? Parce que quand on sortait un bout de chêne ou un bout de châtaignier, enfin, ou peu importe lequel, ou du peuplier blanc, qui avait 6 mètres de longueur par une dimension assez importante, eh bien, on ne bougeait pas cette dimension. Et on attendait plusieurs générations qu'on doive démonter la grange pour recouper ce bout de bois, pour s'en servir autre chose, et on ne passait notre temps qu'à garder un bout de bois le plus longtemps possible. Et si parmi vous, il y a des gens qui ont travaillé ou ont fait un peu de charpente dans Paris, vous vous rendez compte que vous avez des chevrons qui étaient des anciennes pannes, parce que dans une charpente, les compagnons notent, on a des numéros qui sont attribués à des pièces. Et tout d'un coup, vous avez un chevron qui était une ancienne panne, mais parce que quand on l'a redémonté, on a redécoupé tout ça, et le réemploi est inventé, et en tout cas utilisé fortement à l'époque de Haussmann, et qu'aujourd'hui, on a un bout de bois qui est sorti en section, et c'est fini. Donc quand on parlait de la section madrier français, c'est exactement le madrier, c'est exactement la section que vous avez pour les travers de chemin de fer, les mérins, donc c'est 250 par 120 par 12, ou en gros c'est ça à peu près la dimension. Aujourd'hui ça n'existe plus, on est sur une section de résineux, type épicéa ou sapin blanc, enfin plein de structures. Donc voilà, donc ça je dis ça pourquoi? Parce que j'arrive en fait au bout de dire que quand on construit en bois, en fait aujourd'hui on ne sait pas très bien de quoi on parle, tous. Et surtout, ça devient extrêmement compliqué d'en parler à des gens en leur disant attendez, là on va faire justement, on va mettre ça, ça, ça. Oh là là, attendez, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas mettre un petit bout de béton là, comme ça serait réglé. Ou je vous fais un linteau en chêne. Attendez, on fait du chêne parce que. Bon, donc c'est ça, c'est pour la raison pour laquelle je parle de ça. Et cet historique est assez important parce qu'il amène à cette première idée de passer du CLT au MOB, le CLT étant la réflexion la plus évidente de la massivité du bois qui vient du principe d'un plancher béton, entre guillemets, un plancher préfa qu'on vient poser et qu'on vient solidariser sur des choses qui sont évidentes. Donc dans les années, début des années 2000, alors c'est moi qui commence là, au début des années 2000, évidemment quand on avait gagné cette petite opération, ils avaient eu le tort de faire voter les parents d'élèves. Donc j'avais un parterre de maman, je me suis dit là je vais être sérieux, je vais assurer à mort, je vais les toucher à la corde en disant on va faire un truc en bois vachement bien, etc. Évidemment j'avais gagné le concours à 99% de chance de gagner. Et donc j'avais proposé un bâtiment en bois, le maire, M. Jean-René, le maire d'Alfortville, était venu en disant M. Rambaud, ça il y a hors de question, on va faire ça en métal, on a une entreprise Alfortville, on fait ça en métal. J'avais un peu insisté, un peu lourdement. J'avais fait un DCE qu'ils n'avaient pas lu, avec une partie option en bois. Et c'était passé en bois. Bon, je m'étais fait presque virer pendant le chantier parce que ils avaient compris que je les avais un peu entourloupés. Et donc, j'avais fait un projet donc, en CLT. Ce CLT, oui, CLT, c'était à cette époque-là, j'étais le premier, ou un des premiers, enfin bref. Et à cette époque-là, là c'était l'écart d'argent 2005, on faisait plutôt des projets dans lesquels on mettait du béton, du métal, des matériaux un peu comme ça, indus, etc. Donc moi j'étais plutôt, parfois j'étais un peu proche du punk à chien, d'autres fois j'étais plutôt un bab un peu étrange. Donc voilà, ça dépendait des cas. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée du projet. Et donc je racontais régulièrement qu'il y avait une certaine forme de rapidité, d'évidence, et de calme sur un chantier bois, puisqu'il y avait peu de personnes. On a 3 mecs, un mec à la grue, 2 mecs sur le projet. C'est un petit projet, je vous le raconte. C'est évidemment chez Architecture Studio, peut-être qu'on est sur d'autres points. Mais en une journée, on avait fait l'école complète sur ce point-là. Et voilà, c'était fin de journée, on s'est mis à faire ce point. Ensuite, on est passé de ce CLT qui est quand même, il faut être extrêmement honnête, une consommation, enfin,
extrêmement important, voire même c'est 66% comme confidentialité, c'est 66% de matière qui ne sert pas à la construction, qui sert à remplir, donc c'est aussi important, mais qui est dans cette vision plutôt du béton, qui est une dalle épaisse, qui fait 22, enfin peu importe l'épaisseur, mais qui remplit ses fonctions de coupe-feu, stabilité et structurelle, de portant, etc. Donc ça c'est un petit projet qu'on avait fait, on galérait un petit peu, j'avoue à cette époque-là, on continue à essayer de faire ça en bois. C'est un petit projet qu'on a fait, c'était de l'autopromotion avec du participatif. Là, pour le coup, on était vraiment pris pour des panicachiens. On est allé voir un banquier qui avait fini par nous dire « Oui, vous pouvez le faire avec vous, mais on va vous mettre un maître d'ouvrage complémentaire qui va prendre 43% du projet que vous allez devoir payer pour qu'on vous prête l'argent. » Donc voilà, c'était un projet assez intéressant. C'est un projet sur lequel on avait donc réussi à intégrer, comme on était promoteur, on avait réussi à intégrer une réflexion sur la mob, les matériaux et ce genre de choses, et de travailler dans le vide. Donc en gros, une mob, c'est un mur à ossature bois, donc c'est des listes, des montants qui sont comme ça. Là, on peut voir quand même que les charpentiers sont des gens sérieux, pas besoin de casque, des échelles, pas besoin de protection, tout ça, c'est tout. Ils ont vraiment une chance incroyable. Donc voilà, donc ça permettait d'arriver à une vision un peu de l'espace par le vide et non pas le voir par des éléments pleins, continus dans lesquels on perforait, mais par rapport à des éléments qui sont extrêmement fins, qui est de l'ordre le bois étant un élément extrêmement graphique, puisque c'est que des barres en règle générale et non pas des points. Donc voilà, ça je vous passe le détail de ce chantier. À cette époque-là, la construction de bois en France, c'était essentiellement sur les maisons individuelles. Donc les murs ossature bois, pour recontextualiser, c'est pour ça qu'on a mis aussi les dates en exergue, c'est que quand on recontextualise par rapport au monde de la construction et de la construction bois, voilà. Là on était sur du logement. Le logement collectif se faisait pas beau, il y avait que des prototypes, il y en a 2 ou 3 en France. Et donc là, c'est la mise en valeur l'utilisation du mob qui était assujetti à cette époque-là au logement individuel sur un logement collectif à plusieurs étages. Ouais, ce qui est important de dire, c'est que le mob, c'est donc des petits éléments comme ça qui sont un peu légers, qui viennent à l'origine du ballon de frame. Le ballon de frame, vous voyez, c'est le 2x5 des États-Unis. Puisqu'ils travaillent avec des petites épinettes, donc des petits bouts de bois à sortir, donc en fait ils ont des petits éléments comme ça, et qui montent sur 2 niveaux minimum pour des bâtiments qu'ils avaient. Donc vous voyez dans Luc et Luc, là ils montent les façades comme ça, bon, c'est un peu ça. Le mob, c'est la version européenne du système. Voilà, bon, je sais peut-être que vous avez tout ça déjà en tête, mais je le répète. Donc dans le collectif, il y a une question qui se pose, qui semble évidente, qui est non pas le sinistre de ce projet, mais essentiellement la problématique acoustique. Et donc, j'imagine qu'ici, vous devez vraiment maîtriser ça. Et alors donc, évidemment, on avait trouvé un système, on pensait que ça marchait. Bon, en fait, ça ne marchait pas. Donc, comme on était autopromoteur, on a réussi à se reprendre et à trouver une solution. Et on a repris, donc ça c'est une photo qu'on a retrouvée, mais qui n'a rien à voir, qui est le principe des planchers haussmanniens. Vous aviez des solivettes qui portaient des vacuolas, un maillage de latte avec du plâtre, voilà, qui faisait coupe-feu, et puis vous aviez des solives réelles, des ourdis, enfin peu importe, qui permettaient de porter le plancher. Donc j'ai adapté dans une espèce d'intelligence, tout d'un coup je me suis comme ça trouvé une espèce d'intelligence, et j'ai adapté ce système-là beaucoup plus fin, où j'ai intégré, en fait, en gros, un plancher qui porte, j'ai des solives qui portent un plancher, j'ai des solivettes, plus fines, plus simples, qui portent un faux plafond, qui lui va faire mon coup-de-feu, et va porter mes gaines, etc. Ce qui pose la question de ce vide, comment il fonctionne. Et ça, le fait d'avoir ces 2 éléments qui étaient vraiment séparés, m'a permis d'avoir non seulement un résultat extrêmement performant, mais de trouver une solution pour fournir ça à la collectivité. Et à l'époque, je me rappelle que comme on avait un petit problème, on avait un avocat qui était l'avocat du promoteur, enfin de la société qui s'appelait Fidéri, qui était l'investisseur, ça, qui nous avait dit vous devez absolument le breveter, parce que là vous avez gagné un pognon dingue, etc. Alors j'ai dit, à l'époque, je me disais, ah ouais, pognon dingue, super. Bon, je me suis dit non, si jamais tout le monde construit en bois, j'aurais peut-être plus de projets. Et peut-être que j'en gagnerai aussi, voilà. Donc j'espère que ça va venir un jour, mais ou peut-être que j'ai eu tort en disant ça.
Donc du coup, on a fabriqué ce plancher-là. Donc on a ces fameuses TGI, hein, des poutres avec une âme et une partie compression, une partie traction qui reprend. Et puis c'était un premier essai, donc ça marche. C'est pas, si vous voulez, le bon résultat final, je vous dirai ça tout de suite. Mais ça permettait de fonctionner. Les TGI, ça permet d'avoir des grandes portées assez longues, et puis d'avoir un support, et puis d'avoir là, dans cette partie-là, je ne sais pas comment faire, d'avoir les poutres et d'avoir un élément qui superpose. Mais on séparait les deux planchers, les deux murs par le plancher, ce qui est en fait quelque chose qui marche très bien pour le logement individuel, mais qui n'est pas très intéressant pour le logement collectif. Et je vous explique un petit peu. Donc voilà. Ah merde, je suis parti trop vite. Ah. Donc une fois qu'on a fait ça, on a eu donc ça c'est rue Marceau. Nous au 54, nous on est au 53 rue Marceau. Autant dire qu'on est assez proche pour le chantier. C'est devenu un ami. Donc c'est un promoteur qui avait un terrain, il avait un bout sur la rue, etc. Il nous demandait de faire un petit projet, lui voulait faire un petit projet d'R+2. Donc nous, comme on était gourmands, on essayait de voir, on a dit attends, viens, on fait un truc super, si tu vas vendre des logements, tu vas gagner ton petit truc, tu vas gagner plein de choses, ça va être vachement bien. Donc voilà, on lui a monté 5 niveaux, donc à l'époque 5 niveaux, c'était quand même déjà, on est là, on frisait la poupée Xi quand j'en parlais à la déo, et ça tient, ça marche, phonique, donc on a dû signer comme quoi on prenait la responsabilité phonique du projet. Donc la société était à 7005, ce que je disais à des rouges, au pire vous récupérez les ordinateurs, ça ne vaut pas grand chose. Donc voilà, donc le système de solivage, là ce coup-ci on l'a amélioré. On a donc des solides, des solivettes qui sont répartis à peu près classiquement pour être toujours sur la trame des panneaux de 120 et 250 par 120, donc ça c'est à peu près classique. Donc, on a des solides qui étaient un peu importants parce qu'on avait un double plancher avec des réseaux qui posaient dessus, donc on a des solides un petit peu plus importants, qui sont ici, tac, tac, tac. Et on avait des solides qui étaient plus hautes pour récupérer le plancher. Donc, là, sur celui-là, on n'a pas fait ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire qu'en fait, on avait 5 niveaux. Le problème qu'on a dans le bois, contrairement au béton ou à d'autres matériaux, même si tous ont eu un peu de foulage, c'est l'écrasement par rapport à la matière. C'est qu'on prend un bout de bois, si vous l'écrasez, au bout d'un moment, ça baisse. Mais si vous cumulez ça sur 5 niveaux, je sais pas, 4 mm à chaque niveau, bon, vous arrivez à plusieurs centimètres. Et puis si ça ne se cumule pas le même poids, même pareil, le bâtiment prend des déformations un peu différentes. Donc, on a fait ce qu'on appelle un mur de type muraillère. C'est-à-dire qu'on a désaxé, on a mis un léger moment dans le mur. C'est-à-dire sur le mur, on a mis une muraillère, donc c'est une poutre, si vous voulez, de rive qui vient sur le bord, sur lesquels on vient appuyer les solides et les solivettes. Donc les solides, les solivettes, mais comme ça, et on vient appuyer dessus de manière à pouvoir récupérer ces efforts-là. Donc il y en a une qui, elle, on vient l'ancrer, visser tenue sur cette solivette, sur cette muraillère, et l'autre qu'on vient poser, puisque comme le poids est en bas, elle n'a pas de risque de ce qu'on appelle le dévers, et elle permet de tenir sur l'ensemble. Et donc ça c'était le premier essai, donc là on a fait un exercice acoustique, puisque à chaque fois, comme il n'y avait pas d'avis technique ni de relation, on a fait sur ce projet-là, on a travaillé sur le premier et sur le deuxième, c'est celui-là, avec la réglementation acoustique, la NRA, pour fabriquer des planchers qui soient sans avis technique, et qui permettent de pouvoir être desservis et avec d'autres. Et donc, vous allez voir ce plancher double solivage. Et dans la réglementation acoustique, c'est le nôtre, on est extrêmement fiers. Et donc voilà. Donc en fait, là je parle vachement du plein, mais parce que quand on construit en bois, finalement, il y a tellement de vide que si on parlait du plein dans le béton, ça n'a pas grand d'intérêt de savoir la quantité de sable où elle se trouve et les gravats où ils sont. Ce qui est important de savoir, c'est où est mon métal pour reprendre les efforts de traction et puis la partie compression. Alors que quand on travaille en bois, en fait finalement ce vide il est toujours un peu présent et puis il y a toujours ce son, on tape dessus, enfin il est tout près existant et donc c'est assez important. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on pouvait faire des appartements qui sont aussi extrêmement agréables. Donc en l'occurrence, dans les appartements qui sont complètement traversants, donc là c'est une autre partie dans laquelle il n'y a pas ces chambres-là, c'est une évolution, et dans laquelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé de manière, c'est ce qu'on voyait sur la photo d'avant, on a des doubles solives parfois qui sont ici, qui elles permettent de reprendre des efforts entre deux voisins pour que quand je tape ici, lui ne se sente pas la même pièce et qu'on puisse séparer les choses.
Donc quand on est construit en bois finalement et qu'on veut faire des beaux appartements avec des grandes choses comme ça, on est obligé de penser ce plan-là d'une manière un peu plus conséquente, parce que sinon on finit dans les sinistres un peu terribles. Et donc ce qu'on avait, c'est qu'on avait posé les solives, on les avait vissés, on avait trouvé que ce n'était pas encore un truc assez efficace et que le plancher est un point et le point essentiel de la construction bois, non seulement parce que c'est ce qui nous porte et ce qui fait notre espace, mais qu'en l'occurrence, il y a des choses qui semblaient importantes de savoir comment on faisait pour que les charpentiers aient un rapport avec nous assez correct. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous demandait en permanence de faire des bâtiments avec du bardage bois, puisque c'était un peu on fait du bois, il faut que ça se voit absolument. Alors on disait toujours, enfin ça finit gris, ça finit noir pour d'autres fois, enfin c'est un peu chiant. Donc dans celui d'avant, on avait mis du falin, c'est une peinture que vous trouvez en Scandinavie, au Canada, enfin, qui permet de protéger un peu des agressions salines et de maintenir le bois dans de bonnes conditions. Et là, on avait enfin trouvé un promoteur qui s'appelait Paul Jarquin, qui était REI Habitat, qui venait des États-Unis, de Miami, et qui disait non, le bois c'est dégueulasse, ça fait un truc de pauvre, je voudrais un truc beaucoup plus minéral. Donc on avait fait un projet en ardoise. Qui reprenait un petit peu l'écriture de la brique, ce décalage, et on ne voit pas très bien, mais avec un jeu d'ardoise vernissée qui permettait de refléter un peu le ciel et tout d'un coup qui s'intègre dans la façade d'une manière un peu différente, et que donc ce bout de charbon revenait un peu historiquement, puisqu'en fait à l'origine c'est un four pour céramique, pour je ne sais pas si vous vous souvenez des interrupteurs ronds, voilà, où il y avait un petit bout de céramique comme ça, il le faisait entre autres dans celle-là, et donc on avait dit on ferait un truc comme ça. Donc pour parler un petit peu de ça, on a intégré aujourd'hui la numérisation des systèmes, la façon de pouvoir adapter assez simplement un détail qui était extrêmement complexe autrefois à quelque chose de totalement naturel ou évident maintenant, qui était en l'occurrence la queue d'aron. Donc la queue d'aron c'est rond, queue de pie c'est des angles. Alors donc on a intégré, donc c'est ce qu'on voit ici, donc un système qui se fait à la machine industrielle, assez simple, et qui permet de pouvoir fixer ces éléments-là d'une manière simple, ce qui me permettait très simplement et rapidement de raidir deux murs l'un à l'autre, donc de dire que ce qui va porter va être très raide et tenir, et ce qui va être souple, lui va être à peine posé sur des éléments qu'on voit un peu ici, et puis il va être extrêmement simple, donc on a quelque chose de raide, et donc on va pouvoir, entre cette muraillère et cette solivette, avoir un faltex ou un feutre, enfin peu importe, quelque chose qui va encore plus absorber pour le voisinage, et voilà. Donc ça c'est un point, donc je vous passe les détails sur ce point. Et puis du coup, nous on pensait que c'est quand même assez agréable quand même le bois, et donc dès que les projets étaient en creux, et qu'il fallait des espaces extérieurs, parce qu'aujourd'hui faire du logement sans espace extérieur c'est quand même assez dur, Enfin, même quand on fait de la réhab aujourd'hui, on vient projeter des balcons, des espaces extérieurs, des loggias, enfin des choses comme ça. Et donc nous, on avait fabriqué des loggias un peu comme ça, dans lesquels on les mettait en bois, comme s'il y avait un écorché, comme si tout d'un coup le bois apparaissait à l'extérieur, à l'intérieur de cette loggia, et qu'on pensait que c'est quand même assez agréable de s'appuyer sur un bout de bois, c'est quand même chaleureux, qu'on peut visser quelque chose si on veut accrocher, je sais pas quoi, un jet d'eau, un sanglier ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, il y a un rapport aussi qui me semble assez évident encore sur le rapport à la construction bois, ces éléments-là. Donc voilà, donc ça, je vous montre juste les plans qu'on fournit, qu'on fait pour expliquer aux charpentiers qu'ils ne vont pas dans un truc, dans n'importe quoi, et qu'on sait à peu près, et que nos logements étaient le principe de fabriquer des fenêtres assez importantes, assez grandes, tout en restant à l'époque, le promoteur, ce qu'il voulait absolument, c'est être BBC, voilà, c'était le terme, il fallait dire BBC. Donc ces petites loggias là ici, ils traversaient dans ces éléments-là en ayant des grandes pièces lumineuses dans lesquelles l'adaptation pouvait se faire en disant que quand on emprunte pour 20 ans, on sait pertinemment que 96% des couples parisiens divorcent au bout de 13 ans. Non, 76% des couples parisiens de 13 ans, 96% des cas c'est demandé par des femmes. Donc c'est juste, ce qui serait bien, c'est qu'ils vivent le mieux possible, dans un espace le plus agréable possible, et quand même, et que c'est ça qui est important aujourd'hui, et leur laisser la chance de pouvoir adapter leur logement le mieux possible comme ils le veulent, et non pas leur dire c'est bien, tu auras une chambre comme ça, une chambre comme ça. Donc on essaie de trouver des solutions, ce qui n'était pas évident avec ce promoteur quand même. Donc voilà, donc ça c'est donc ce travail de vernissage qu'on voit un peu qui apparaît ici, de cette peau un peu, voilà. Et puis l'ardoise, c'est quand même
plus que testé dans l'histoire et on sait le temps que ça a pour que ça tienne, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on est arrivé, donc toujours avec le même promoteur que la rue Marceau, on est arrivé à un projet qui s'appelle Wolokora. Juste j'explique ça, je te laisse. Wolokora, ça veut dire bienvenue en Wolof. On a eu une histoire un peu terrible sur ce projet-là, puisqu'il y a eu le bâtiment qui était juste ici s'est écroulé avec des gens qui squattaient dedans, donc une maman et ses 2 enfants, une maman malienne, qui sont décédés. Le bâtiment a embarqué des constructions qui étaient sur ce terrain-là. Et c'était des gens qui étaient nés à Montreuil, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui n'avaient plus de moyens de reprendre. L'assurance, elle considérait que ça ne coûtait plus grand-chose. Donc voilà, donc avec Jean-Luc Gauthier, il a pris la responsabilité, parce que je n'avais pas de problème pour ça, mais de faire une dation, de repartir avec eux, de faire une promotion et de monter ce projet-là. Et donc de monter, donc là c'est 7 niveaux, hein, donc c'est un niveau en béton au rez-de-chaussée, et le reste c'est en bois. Et on a fait une ardoise blanche aussi, puisque le blanc étant l'image du deuil chez les musulmans, et puis quelque part, parce que sur le terrain, ce côté-là du terrain, il y avait des chrétiens, j'ai fabriqué une image qui était un peu, qui permettait de parler aux deux, de renaissance, de la lumière, etc. Donc voilà, on n'est pas particulièrement religieux, mais voilà, c'était assez important. Donc là, on a développé c'était toi vraiment de le dire. Hein. Ah ok, d'accord. Donc là, c'est un R+7, on est en 2016, enfin 7 niveaux, R+6 en bois. On est en 2016, donc là, on n'a pas beaucoup de projets qui reprennent cette typologie en fait, de système structurel. On a un rez-de-chaussée en béton en réflexion aussi sur les constructions bois qui existent en France depuis des siècles, c'est-à-dire que quand on regarde un bâtiment à pan en bois, en général on a un sous-bassement en pierre, que ce soit un rez-de-chaussée entier, soit un sous-bassement sur lequel viennent monter les murs et les pans en bois en l'occurrence. Donc sur cette même réflexion-là, on part sur aussi, quand on conçoit nos projets, sur un rez-de-chaussée. Quand on est en ville, on est en Creuse, là, donc on a beaucoup de rapports avec les voisins, donc on part sur un rez-de-chaussée béton. C'est le rapport à la ville, il est plus dur, il y a quelque chose qui veut que ce soit un endroit, enfin un rez-de-chaussée qui soit plus dur. On s'élève après sur 6 niveaux en bois. La réflexion a été menée avec les charpentiers sur la méthodologie de construction. L'idée c'était d'être quand même assez rigide et donc de travailler sur des doubles hauteurs. Donc c'est ce que vous voyez sur les photos, sur les images de chantier, c'est-à-dire que les poteaux étaient sur 2 niveaux et les murs, donc c'est un système constructif en poteau-poutre et murs ossature bois en remplissage. On n'a pas de noyau béton, on a un cœur, on a un ascenseur puisqu'on est à 6 niveaux. On a un noyau en bois aussi, à pan de bois, on va vous montrer un peu après sur les images. La construction, elle s'est montée très rapidement, parce qu'on est entre le 10 octobre et le 16 décembre 2015. Donc les poteaux, ils venaient poser les poteaux en premier, les poutres qui viennent faire la division sur les 2 niveaux, et ils venaient poser le mur ossature bois, préfabriqués évidemment, avec les menuiseries qui étaient posées en usine. Ils venaient les positionner sur le chantier et ça venait faire aussi un drapeau, en termes de chantier, en termes de méthodologie de chantier, ça leur permettait d'avoir des appuis temporaires, puisqu'on avait déjà le grand drapeau avec le poteau sur 2 étages. Ça nous permettait aussi de savoir gérer assez finement et puis on l'a développé sur l'autre projet de la caisse d'épargne qu'on verra après, mais de pouvoir gérer la jonction entre les 2 niveaux, puisque en construction bois, donc là on est sur un bâtiment au niveau passif, donc on a une très forte étanchéité à l'air, donc la gestion de l'étanchéité à l'air du bâtiment est quelque chose en phase chantier qui doit être mené avec attention. Et donc là, la poutre qui était entre les 2 murs ossature bois nous permettait de gérer, il gérait au fur et à mesure cette jonction, notamment sur l'étanchéité à l'air.
Donc, on vous parle beaucoup de structure, mais l'idée c'est de mettre la structure au profit aussi de l'espace. Donc les façades, toutes les ouvertures, on est ici sur ce projet sur une parcelle montreuilloise, une ancienne parcelle maraîchère, donc assez longue. On a un bâtiment sur rue, un bâtiment sur cour. C'est des grands logements qui sont traversants, donc qui sont assez étroits, mais qui sont traversants. Donc il fallait aussi qu'on aille chercher pas mal de lumière. Et donc, qu'on travaille ces ouvertures, qu'on travaille cette façade avec des grandes ouvertures. Donc, comme disait Mathias tout à l'heure, les murs ossature bois, on a des montants tous les 60 ou tous les 40 suivant les portées qu'on veut faire dans les murs ossature bois porteurs. Et donc là, on travaille que sur des multiples de 60, sur les grandes ouvertures. Et donc, quand on réfléchit à la façade, ce qui nous reste en plein, on travaille pour que ce soit des éléments qui soient structurants. C'est pour ça qu'on travaille avec des bois en écharpe. Pour pouvoir reprendre, donc on a un mixte structurel, donc on a un poteau-poutre, mais le contrevancement se fait par du pan de bois. Donc sur ces images, donc ça c'est des images en face chantier, donc là on a une grande fenêtre en bande. Ce qu'on peut voir, c'est la jonction en écharpe ici. Donc, il y a toute une réflexion avec les charpentiers aussi sur la tenue au feu, parce que là, on est en troisième famille. Donc, on a une tenue au feu d'une heure. Et voilà, donc là, il y a des petites mises en abîme de l'architecte qui regarde ça. Et qui regarde les détails. Ça, c'est le promoteur. Voilà, donc bâtiment passif, on est sur une réflexion aussi, quand on construit en bois, sur une réflexion sur l'ensemble de la filière. La filière, on a le bois d'œuvre, le bois industrie, les panneaux, etc. Puis on a le bois énergie. Donc on est en chaudière à granulés ici. On est sur la réflexion globale de ce bâtiment-là et donc son réemploi futur si jamais il est démonté, c'est-à-dire qu'on est sur des bois qui ne sont pas traités chimiquement et que si dans 30 ans on a besoin de faire le bâtiment, il repartira en bois soit à l'industrie, soit énergie. Donc là c'est un peu le même sujet que sur la précédente diapositive, c'est-à-dire que comment on vient faire de grandes ouvertures dans un bâtiment où on a besoin de plein pour contreventer, parce qu'en fait, donc là verticalement, on vient presque habiter un noyau, c'est-à-dire qu'on vient rechercher, vous allez voir après, on va vous montrer la maquette, mais en fait on habite dans un squelette quand on habite dans un bâtiment bois, parce qu'on habite tous ces murs qui nous entourent sont du plein, du vide, mais c'est tout l'ensemble qui tient le bâtiment. On n'a pas un noyau structurel, c'est presque la périphérie qui vient tenir le bâtiment. Sur l'évolution par rapport aux précédents projets qu'on a vus, donc on est passé sur le mur ossature bois, après on a eu la réflexion sur le double solivage pour les questions d'acoustique. Et là on arrive sur un autre niveau, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'arriver, de trouver un peu de rigidité et notamment un peu d'acoustique au plancher, de gérer le coup-de-feu, et donc du coup arrive assez naturellement le plancher connecté bois-béton. Donc on a fait des tests, Mathias ayant un très bon coffre, on a fait des tests in situ, ça marche assez bien. Et le fait est qu'on a des grands logements, donc il y a des familles, beaucoup de jeunes enfants, et on a les meilleurs commerciaux qui sont dans ces bâtiments-là d'ailleurs, parce que quand on va visiter avec des promoteurs ou des clients qui veulent voir, on a toujours des très bons retours sur la collection bois-béton. Évidemment, dissociation entre les deux logements pour pas qu'il y ait de transmission de vibrations, etc. Mais en tout cas, voilà, on vient reprendre un peu aussi de contreventement horizontal avec ce plancher-là, ce qui nous fait, avec les pans de bois et ces planchers-là, quelque chose qui est très rigide en fait, qui nous permet de monter. On aurait pu faire encore quelques niveaux, mais bon, on s'était arrêté à 7 parce que le PMU n'est pas monté, pas plus. Voilà, petite plonge de détail, on avait fait cette exposition-là au moment du projet.
où en fait on avait mis en parallèle donc, des détails constructifs qui sont réfléchis avec les charpentiers. On est étroitement en discussion en permanence avec le monde de la construction bois parce que on s'apporte mutuellement en fait de par notre métier d'architecte et de par eux leur vision aussi de charpentier et d'industriel parfois qui peuvent être un peu cantonnés dans leur précaré de savoir-faire, d'industrialisation et donc et d'économie, voilà, de leur économie à eux. En confrontant quand même ces deux mondes-là, on arrive à trouver des choses qui sont assez intelligentes, je pense. Et donc voilà, et donc du coup, la réalité d'un chantier bois, c'est aussi des détails constructifs qui sont poussés, quoi, très poussés. Et qui, comme disait Mathias tout à l'heure, c'est sûr que quand on arrive en pro DCE avec des détails, on sait ce qui va se passer sur le chantier et on arrive en consultation des entreprises avec des charpentiers en face d'eux, enfin on arrive en discussion avec des charpentiers, et ben c'est beaucoup plus fort en fait parce que ils comprennent qu'on sait de quoi on parle et donc du coup c'est pas forcément ils ne mettent pas forcément des sécurités partout, au contraire, voilà, on arrive à travailler un peu plus finement et à s'apporter mutuellement des choses intéressantes. Parce qu'essentiellement, en fait, un plancher en bois ou un mur en bois, il y a 25 façons différentes. Je veux dire, est-ce qu'on est en lamellé-collé? Est-ce qu'on est en solivage? Est-ce qu'on est en VMA? Enfin, comment ça va avec ça? Si la construction nous demande un peu cette obligation d'abord de prouver on n'est pas des guignols, donc ça c'est même pour le béton, ça c'est la même chose, mais souvent c'est un point important. Et pour la charpente, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'un bâtiment qui est un peu atypique, bon, on le regarde en disant attendez, à qui on a affaire, comment ça se passe. Donc là, quand je reprends juste ce que disait Alice, c'est que la réflexion du noyau rigide, c'est une réflexion qui vient du monde du béton et du métal. Mais pourquoi? Parce que quand on a un noyau au centre, on peut dilater sur l'extérieur. Hein. Je parle d'un bâtiment qui est assez important, qui sont les twins. Vous avez un noyau qui est extrêmement rigide, des plateaux qui sont libres avec du métal, et on a une résine à l'extérieur qui reprend les efforts et qui vient surtout renvoyer tout ça au noyau. Quand on construit en bois, si vous regardez n'importe quelle maison de type dans les villages, maintenant bucoliques, avec du pan de bois partout, en fait, vous habitez un pan de bois. Donc vous habitez à l'intérieur de ce noyau, hein, je reprends, qui est une référence assez importante à la construction bois, dans le sens, et au milieu, quand vous avez une paroi, c'est parce que la poutre est trop longue et qu'on va la contreventer, on met un ou deux des écharpes, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on habite un noyau, et qu'en bois, on ne va pas chercher un truc au centre, et pour tenir un truc, et pour que ça tienne. Donc ça, c'est vraiment une réflexion qui est importante, et que souvent, on arrive à cette réflexion-là en disant il nous faut un truc bien dur au centre, et que même les charpentiers finissent par leur dire mais attendez, je comprends pas, tu fais ça, mais c'est complètement pas logique avec ton process. Du coup, ton bout de bois, il peut sauter puisqu'il ne sert pas à grand chose en fait. Donc voilà. Donc dans ce projet-là, ce qui était important de comprendre, c'est que pour pas que la mob ne soit une phobe, on l'a intégré à des écharpes. Pour pas que cette écharpe-là soit un truc ridicule, on l'a intégré pour reprendre le dévers et le fruit que pouvaient avoir des poteaux sur 2 niveaux. Et 2 niveaux permettaient aux charpentiers de caler les choses beaucoup plus précisément en atelier et d'avoir une rapidité et une certaine cohérence, puisque quand vous calculez quand vous chiffrez un projet en bois, il y a 3 critères. Le premier, c'est le cubage de matière que vous avez dedans. 2, le type de matière que vous avez dedans, est-ce que vous avez lamellé-collé beaucoup, puisque lamellé-collé c'est des bouts de planche qui sont collés l'une à l'autre, donc je les expliquerai un petit peu après. Et puis le troisième point, c'est le levage. Le levage étant, dans le monde de la charpente, le levageur, ce qu'on appelle un levageur, c'est celui qui sait prendre un bâtiment et le lever dans des conditions optimum de sécurité et de savoir-faire sur un bâtiment. Donc ça, c'est un point qui est assez important de comprendre. Pourquoi le plancher, c'est toujours un endroit qui est assez difficile à entendre, puisque c'est vraiment le lieu qui exprime toute cette question-là et de quel bout de bois on parle. Voilà, on continue sur quelques images de ce projet-là. Là, du coup, on n'était pas sur un plancher solivette, pour le coup, on était vraiment sur un plancher en solide. On avait juste des suspentes acoustiques pour reprendre parce qu'en fait, comme on avait cette chape béton, on avait traité l'acoustique, la question de la masse, on l'avait déjà traité par le dessus. Et puis ça rendait le plancher extrêmement rigide. C'est-à-dire qu'en fait,
Il y a aussi une question de notion d'économie de matière, encore une fois. Alors on n'est pas complètement fasciste, hein. Je veux dire, parfois un petit peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le béton, quand il est au bon endroit et que c'est vraiment intéressant, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. S'il y a un bout de métal à faire parce qu'on a une salle de conférence, on ne va pas se faire une poutre de 2,50 m pour faire un truc de bout de bois. On n'est pas complètement fou non plus. Donc là, la partie qu'il y avait, c'est qu'on prenait le bois pour sa qualité principale. Hein. C'est la section qu'on vous a montré tout à l'heure avec ce qu'on appelle des crampons, hein. Enfin ces connecteurs, c'est des crampons. Et on met le bout de béton nécessaire. C'est-à-dire que le béton prend uniquement sa partie compression, c'est là où il est quand même le plus efficace, hein, puisqu'on est obligé de mettre du métal pour ça, et le bois venir reprendre la partie d'attraction. Donc en fait on diminue la quantité de bois, on met le minimum de bois là, donc là c'est 8 cm de bois, hein, c'est 80 mm, de béton, pour reprendre cette compression là, et ça faisait un plancher qui était extrêmement performant, et qui est sur quelque chose d'extrêmement rigide, ce qui est aussi, dans notre métier et qu'on construit des logements en bois, il est aussi important d'accepter les craintes, les problématiques. C'est-à-dire que quand on est dans le Haussmannien et que c'est souple et que ça grince, on aime bien. Quand c'est neuf, on veut que ça soit un peu raide. Et donc ça, c'était une question qu'on s'est souvent confronté. Et donc on a amené ce élément-là. Voilà, là c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire que ça c'est la cage d'ascenseur. Donc on a fait vraiment, alors là c'est du poteau-poteau et une écharpe, enfin vraiment c'est du colombage pur, mais qui était extrêmement rigide. Et le seul élément, alors on ne l'a pas mis, mais le seul élément qui était en béton finalement, c'était le fût d'escalier qui était de l'escalier qui menait aux différentes... Enfin, c'est pas le fût, c'est les escaliers eux-mêmes. Le fût était en bois et les escaliers étaient en béton, ce qui permettait aux maçons de se caler au centimètre près. Ce que demander à un maçon d'être calé au millimètre près, alors que le bout de bois il va arriver quand même assez proche, c'est toujours un truc un peu délicat qui nous amène à des engueulades souvent fréquentes quand je mets des virgules après son chiffre à la grosse lettre, ce qui pose souvent problème. Donc là on avait dit, on monte la cage, tous les deux niveaux, il avait le vendredi pour faire son coffrage, et puis il coulait le samedi et le lundi, et les charpentiers arrivaient et faisaient la suite du levage. Donc, du coup ça nous permettait de faire ça. Et là, c'est la maquette. Alors, on a voulu faire la maquette parce que, comme vous pouvez voir dans les images, on ne voit pas vraiment la présence du bois. Enfin, on voit le poteau-poutre, mais on ne voit pas la présence du bois dans la partie de la meuble. Et en fait, ce qui est intéressant, et ce qui remet aussi en parallèle ce que disait précédemment Mathias, c'est-à-dire que le bois et la construction de bois, c'est aussi l'expression du vide. Et ce vide-là, on ne le voit pas après, en fait, dans les... Hop, voilà. Après qu'on est dans un logement comme un logement tout à fait traditionnel, c'est-à-dire qu'on a du doublage BA13 au mur, etc. Donc le bois, on ne voit plus. On a fait cette maquette-là vraiment pour exprimer la présence de ce vide-là, et on remonte sur la question, sur la slide de Pennon, c'est-à-dire de l'économie de la matière aussi. Et là, on avait fait rapidement le rapport avec si justement c'était un bâtiment qui était entièrement en CLT et donc qui utilisait la matière bois pour le remplissage, alors que là, on a utilisé ce que nécessitait l'aspect structurel. Et dans les vides que crée ce mur ossature bois, on a notre isolant. Et le rapport on gagne 66% de matière. Il y a vraiment une économie de la matière sur la réflexion en poteau-poutre et en mur ossature bois. Là, cette photo est importante, parce que vous avez vu que quand même, ils ont l'air d'être heureux. Hein, je veux dire, là, on sent qu'ils se sentent bien, que la voiture de pompier, ça les angoisse pas dans un bâtiment en bois, que même si ça brûle, il y a déjà les pompiers sur place, donc ça c'est un point important. Qu'on peut aussi faire des grandes fenêtres. Hein, c'est pas parce qu'on fait un bâtiment en bois que c'est dégueulasse. Donc là, évidemment, on a pris un chiffre au hasard, on a dit 183 par 183. Bon, ça, on s'est dit que ça pouvait peut-être bien marcher pour le futur, peut-être que si jamais on reste dans l'histoire. Et donc là, on voit les deux cheminées de la chaudière donc appelée qui se trouve au sous-sol, et on a un remplissage depuis la rue, ce que nécessaire pour remplir ceci. Parce que pour le pellet, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on construit en bois, il y a une partie qui sert à construire, il y a une partie qui sert à couvrir, enfin faire du toit, hein, ce que je veux dire. Puis après, il y a une partie qui sert d'écorce pour faire des paillages, pour des paysages.
Puis il y a une partie qui sert à l'industrie ou au papier ou faire ce qu'on appelle bois industrie, ça des panneaux, etc. Et donc, quelque part, on disait, c'est quand même dommage de construire en bois et d'aller avoir affaire à du gaz ou à d'autres choses, mais que cette bois industrie, ce bois chauffage, ce bois énergie puisse revenir sur le projet et de le ramener dessus. Alors bon, c'était une bonne idée à une époque. Maintenant, on regarde si c'est pas bien d'avoir plusieurs entrées parce que, en fait, ça chauffe tout le temps alors qu'on l'a construit qu'une fois, donc peut-être qu'il y a un problème. Et voilà, donc on se revoit. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse sur ce projet-là. Parce que, évidemment, Alexandre ici, qui est extrêmement timide, qui n'a pas osé, a commencé avec nous sur ce projet-là. Comme il était talentueux il a d'abord extrêmement bien compris que sur ce projet-là, il fallait d'abord tramer ce projet-là d'une manière la plus raide possible. Donc nous avons eu de longs moments de discussion divers et variés et acharnés sur le fait qu'il faut que ça tombe dessus et qu'on reste à l'épure. Voilà. Donc je remercie encore Alexandre, que je n'ai pas vu depuis longtemps, d'avoir fait ce travail-là, parce que c'était quand même impressionnant de faire monter ce projet-là, en sachant que au départ, personne ne croyait qu'on allait le faire, ce truc-là. Donc en bois jusqu'au bout. Le contreventement, ce qu'on voit en façade n'est pas du décor, hein, c'est réellement du colombage, donc c'est une réécriture, une revisite de vos protections contre la chute en plus grande taille. Donc en fait là, c'est pas vraiment des croix, hein, c'est en vrai. Il y a un delta qui est devant, puis un delta qui est derrière, enfin, etc. Donc c'est des deltas qui sont repris parce qu'on avait du mal à reprendre l'effort quand on connectait les deux comme ça, et il y avait une torsion qui se trouvait au centre, qui était quand même plus simple de travailler par deux éléments et de considérer qu'ils étaient légèrement donc désaxés, puisque les purs passaient exactement au milieu de ces éléments-là. Donc ça c'est un chiffre magique. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux dire un petit mot ou pas? On fait timide, ok. Donc on est sur une trame de bureau. La trame. La trame, je l'ai saoulé le pauvre à la fin, il m'a dit je me cache, je ne peux plus, il m'a fait chier, je n'en peux plus de ta trame. La trame, donc des bureaux 635, en bois ça veut strictement rien dire. 135 c'est un chiffre qui n'existe pas, c'est un truc qui vient des États-Unis, qui a été amené en France et maintenant tout le monde fait 135. C'est des bureaux qui sont faits avant les années 70, on est en 120, hein, parce qu'on est sur des modules de 120 et d'autres. Donc 120, c'est les panneaux industriels, hein. Vous avez chez Leroy Merlin, c'est des panneaux de 120 par 250, 120 par 306, bon voilà. Là, il fallait faire du 135 et on se dit non, c'est du 135. Alors j'avais trouvé un système, je lui dis mais 135, franchement dans un bureau c'est un peu étroit, enfin moi par exemple je suis un peu épais, franchement rapidement je touche les murs, quoi, donc c'est un peu gênant, 135. Ah non, le bureau c'est 270, 270 super. Et donc j'aurais calé sur 270 qui était donc 3 fois 90. D'accord, parce que là je suis à peu près bon. Et 3 fois 90, ça marche bien parce que 90 c'est aussi des épaisseurs de bois qui existent en largeur. Et 3 fois 90 c'est aussi des panneaux de 60 qu'on additionne et du 30 et du 60. Alors ça vous demandez. Donc on a tout un tracé. Je veux dire, parfois je pense qu'Alexandre a dû cauchemarder quand je rappelais en disant et ça ne tombe pas juste, putain on va jamais y arriver. Donc sur ce point-là. Et je dois dire qu'à partir du moment où il a calé le truc, on n'a plus rien touché. Donc encore une fois, je te remercie vraiment, Alexandre, pour ce travail de m'avoir supporté pendant tout ce temps-là. Sur ces éléments-là qui sont assez complexes. Et nous, on n'avait jamais fait de bureau. Bon, alors du coup, franchement, toi non plus? Non, c'est bon. On n'avait jamais fait de bureau. Donc on s'est rendu compte à quel point c'était un monde complètement différent du logement. Qu'ils ont d'abord, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent des bureaux en blanc, mais ils voudraient qu'on voit quand même le space planning quand même. Donc on a eu 17 space planning en disant, mais attendez, là franchement à un moment donné, il faut que vous arrêtiez, parce que nous on n'est pas hyper spécialistes du space planning, on ne sait pas trop comment faire. Donc ça a été un moment assez, je parle de la collégialité, elle va faire ce qu'elle s'est occupée de tout le chantier, donc c'est vraiment, pour le coup, Alexandre et Alice qui sont tout faits. Moi j'ai juste dessiné, j'ai tenu les entreprises qu'ils arrivent jusqu'au bout, donc ça a été un travail un petit peu difficile. Et donc ce qu'on a fait, c'est comme ils voulaient tout et n'importe quoi, donc c'est pour la caisse d'épargne, donc comme je sais que je parle à des gens qui ont, peut-être pas tous ici, mais qui savent ce que ça veut dire de travailler pour des banquiers, cet enfer. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient évidemment faire des bureaux comme ils voulaient, tout pareil, au prix d'un truc qui est déjà tout préfet.
dans un élément dans lequel ils étaient non ostentatoires, mais élégants quand même. Il fallait voir le bois, mais ça serait bien que ça soit pas trop, ça va pas trop riche, qu'on ne dépasse pas trop d'argent. Donc voilà. Donc à la fin, on a fini par externaliser cette structure-là, de manière à pouvoir avoir un contreventement qui est complètement libre, d'avoir rien à l'intérieur, et donc de foncer dans cette idée qu'on avait, de travailler dans un réseau qui lui est bien contreventé, le bâtiment complètement. Et je vais laisser la liste maintenant qui va se... Pour recontextualiser, l'esquisse a démarré en 2016. On a rendu le Pro DCE en 2018, consultation blablabla 2019. Bon, évidemment, Covid au milieu du chantier, mais ça a quand même beaucoup de projets. Donc voilà, juste 2016, pourquoi c'était un peu... Enfin voilà, on sortait donc du précédent de Volocura, donc c'était le même nombre d'étages, même système constructif, c'est-à-dire poteau-poutre et mur ossature bois. Alors là c'est un tout petit peu différent, mais je ne sais pas si on va rentrer dans cette subtilité-là. Des grands ensembles comme ça, enfin des projets de bureaux, il y en avait un ou deux en France voilà, qui sont à peu près sortis au même niveau, pas exactement sur les mêmes procédés constructifs. Et surtout la particularité de ce projet-là, c'est que on n'a pas de noyau béton. Même avec. On n'a pas de raidisseur qui nous reprenne le bâtiment. Voilà, donc on est sur le même principe que le projet précédent, c'est-à-dire qu'on est sur un rez-de-chaussée béton. Rapport à la rue, c'est des espaces publics, c'est des espèces de formation, blablabla. Et après, on monte tout en bois et nos cages, nos deux éléments structurants et structurels sont des cages qui sont en CLT. Pour le coup, on est venu utiliser le CLT là où on avait besoin, parce qu'il y avait des grosses reprises d'efforts et des reprises d'efforts sur les diagonales, etc. Donc là, la matière a été nécessaire et on était sur du CLT. Et pourquoi les noyaux étaient en CLT? Parce qu'en fait, quand on a eu un travail avec les pompiers qui était un petit peu long et difficile, c'est que, en fait, quand il y a le feu, on est dans des conditions amoindries, comme on dit, et on ne va pas considérer que le vent est de la même manière, le même effort. Et donc, ils considéraient que si le feu s'engageait dans la structure bois et venait abîmer ces éléments-là, il fallait pouvoir au moins avoir 20% de la structure qui soit contreventée par un élément intérieur, et donc les noyaux en CLT, et c'était ceux qui reprenaient ces efforts-là. Donc voilà, c'était un peu la question qui a été faite, puisqu'à un moment donné, on voulait le faire aussi en pan de bois pour avoir un minimum de matière. Ça a été assez vite exclu pour des raisons purement... voilà, il fallait quand même qu'on puisse satisfaire les pompiers en cas de problème, et le bureau de contrôle. Après, donc sur l'évolution aussi, parce qu'on est quand même toujours en recherche active d'aller un peu plus loin sur... pas sur l'innovation, mais en tout cas sur la réflexion autour de la construction bois et de la filière. Donc le projet précédent, Volocura, de logement, plancher connecté bois-béton, on ramenait beaucoup d'eau en coulant le béton, le plancher sur place. On avait, en termes de chantier, le temps qu'on gagne en préfabrication, on le perdait avec le temps de séchage des différents planchers et les témoins qu'on a sur l'ensemble des niveaux, puisqu'il faut attendre le séchage du dernier niveau pour remonter tout en bas. Donc ici, on s'est dit qu'on allait procéder autrement et qu'on allait passer sur une filière sèche complètement. Donc là, on a un squelette structurel qui est entièrement en bois et on a uniquement des planchers préfabriqués béton qui n'ont pas de rôle structurel, qui ont uniquement un rôle d'inertie et acoustique pour venir, et de feu évidemment, pour venir finir ce remplissage de ce squelette complètement en bois. Et puis aussi, il faut dire quand même que de proposer à un banquier de faire un bâtiment tout en allumettes, c'était quand même pas le truc le plus évident à faire, et qu'on leur a dit, vous inquiétez pas, on allait faire des planchers en béton. Bon voilà, donc ils ont aidé. Et après, c'est vrai qu'on est en région, on a aussi une économie locale. On a eu, d'ailleurs, je pense que Bourrère nous a aussi protégé de certaines discussions, mais il y a quand même un fort lobbying sur le béton, c'est inhérent à l'économie locale. On avait aussi besoin d'avoir un peu de béton. Donc effectivement, il y avait d'ailleurs autour de la zone, il y avait trois sites de fabrication. On avait Cenex, Dijon Béton et alors très proche. Donc voilà, ils nous regardaient. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on accepte qu'on
fait travailler aussi un petit peu. Donc voilà, donc noyau structurel CLT, on a des poutres au vent qui sont uniquement dans les allées de circulation, donc là c'est ce qu'on voit, qui sont en CLT et qui viennent reprendre, qui viennent faire transiter les efforts de l'exostructure, les efforts de vent qui viennent sur la façade, qui viennent les faire transiter jusqu'au noyau pour les faire redescendre dans les fondations. Ça, je n'apprends rien à personne. Voilà, donc là on a, c'est au même endroit, enfin, c'est la même chose, donc vous voyez les circulations qui sont nos poutres au vent, qui sont en CLT, qui viennent reprendre les efforts qui viennent sur la façade, et on a tous ces planchers béton préfabriqués qui viennent se poser et qui ne sont même pas connectés, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, on avait juste des boujons de positionnement, on avait 4 boujons qui nous permettaient de les repositionner sur les solives, ils portent sur 3 solives, 3 ou 4 solives. Voilà. Et la complexité, on a travaillé étroitement avec, donc là sur ce projet-là, on a comme bureau d'études CE ingénierie, Jean-Marc Veil, et donc là la complexité qui était assez intéressante d'ailleurs, qui était que le plancher préfabriqué béton devait reprendre le fluage du bois pour pas prendre le pas sur les efforts, enfin pas prendre le pas au terme structurel sur la transition des efforts par le bois. Mais il devait être assez rigide pour être levé parce que là on a des planchers qui font 2,70 par 5,40. Donc des dalles béton qui font ça. Donc voilà, donc c'était un calcul fin. Voilà, quand la première dalle s'est levée, on a regardé de loin, on a filmé et puis ça s'est bien passé. Voilà, donc là c'est les dessins de conception. Donc ce que vous pouvez voir là, et ce qui est intéressant, c'est que donc, on a essayé de travailler le bon bout de bois au bon endroit sur celui-là. On est que en résineux, mais on a différentes typologies de bois. Donc on a du panneau CLT, on a du LVL en poudre de riz, parce qu'on avait besoin de reprendre, d'être assez fin, mais de reprendre quand même des efforts importants. Et on a du bois lamellé collé sur les poutres et les poteaux. Donc on a essayé d'optimiser par rapport aux différents types de bois. Le LVL, donc c'est du bois qui est déroulé. C'est du bois déroulé et les feuilles viennent se coller entre elles. Comme un contreplaqué, quoi. Voilà. Un peu plus. Le plan. Vas-y, je te laisse. Le plan. Moi, je veux parler de celui-là. Moi, j'aime construire en bois. C'est de toute manière un élément dans lequel il y a un nombre de points beaucoup plus important que quand on construit en béton ou en métal, qui, évidemment, dans la même épaisseur, arrive à porter des choses beaucoup plus importantes. Bon, là, on est sur une trame de, donc, j'ai dit un 270. Je ne reprends pas ça. C'est déjà raconté plusieurs fois. Les fameuses poutres, ce qu'on appelle les poutres au vent, ces éléments qui sont ici, qui vont jusqu'à l'extérieur, qui viennent se connecter sur ces éléments-là et qui vont à l'extérieur, qui viennent reprendre, c'est-à-dire que quand le vent s'appuie ici, en fait, ça vient s'appuyer, ça vient déformer cette poutre-là, qui elle ressort dans les éléments-là de contreventement pour retenir au sol. Donc j'explique, donc vous pensez dans ce sens-là, c'est la même chose. Donc les poteaux étaient fabriqués un petit peu comme... l'idée était aussi un peu de fabriquer dans ce plan-là, au moins les argumentaires, pour être un peu fallacieux, en disant il y a beaucoup de poteaux, oui, mais vous avez vu un plan des thermes romains, vous avez aussi beaucoup de poteaux, et ça vous permet de fabriquer des espaces aussi qui sont un peu intermédiaires. Ça veut dire que en fait, ces circulations, parce qu'ils voulaient de l'open space, bon, ils veulent tout d'open space, mais avec des bureaux fermés, donc il y avait certaines contradictions qui apparaissaient régulièrement, mais donc en disant qu'on faisait des bureaux, des couloirs, des circulations, des circulations un peu plus larges, qui faisaient 2,70 m de large, ce qui permettait évidemment, s'il y a un bureau, de mettre un bureau, mais si on peut mettre une armoire pour séparer sur les choses, et tout d'un coup, cette circulation pouvait être aussi un espace un peu intermédiaire, autre que juste l'aspect réglementaire de ce qu'il nous faut comme une taille. Donc le plan, on voit bien les noyaux, on voit bien ces éléments-là, on voit bien
Alors les parois noires, normalement, ça sont noires aussi. On est sur des éléments à 300 mètres carrés en coupe-feu, hein, pour pouvoir avoir les choses assez simples, en sachant que la difficulté est ça. On a 2 patios, puisqu'on voulait que chaque bureau soit en premier jour. Ça nous semblait nécessaire d'avoir de la lumière. Enfin, aujourd'hui, d'avoir des bureaux éclairés naturellement tous, bien que vous ayez des magnifiques bureaux au rez-de-chaussée, sous-sol, pardon. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je ne voudrais pas que les salariés disent un truc comme ça. Voilà. Et puis on a cette double peau, qui est une peau qu'on raconte un petit peu après, qui est une espèce de coussin un peu bioclimatique, qui est un lieu où on vous explique un petit peu après comment ça fonctionne. Voilà. Et donc voilà, là, enfin cette trame apparaît. Elle vient exactement passer, donc elle démarre ici à l'axe entre les 2 deltas. Et elle est décalée de 135, donc j'étais la preuve que ça marchait bien en 135, comme ça je ne me faisais pas trop par les banquiers, en disant vous avez vu, c'est ça de 135, ça marche parfaitement bien. En vrai, la construction du bâtiment est totalement faite sur ce système-là. C'est-à-dire qu'on a laissé 135 entre l'extérieur et l'intérieur, entre ces 2 structures. Et puis ensuite, on a des éléments tous les 2,70 qui sont les poteaux, qu'on voit, qui eux vont apparaître dans le projet à l'intérieur des bureaux, pardon. Et puis ensuite, sur le plafond, c'est un truc qu'on a pompé chez les Allemands, qu'on a adapté à notre sauce française, qui sont, ça marche pas du tout ça, non, qui sont 90, 60, 30, 90. Ça nous permet de mettre des panneaux rayonnants, des panneaux lumineux, des trames passives, trames actives en plafond. Donc ça, j'ai appris que c'était comme ça qu'on faisait. Et d'avoir en même temps des systèmes de solivage qui viennent s'intégrer dedans. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'évidemment, les poutres ne font pas 30 cm d'épaisseur. Hein. Les poutres, pas 30 cm. Mais on a, ce que vous verrez après, on a une talonnette qui, elle, nous permet de faire le coupe-feu, d'avoir un résultat un peu propre en bois et d'avoir un truc un peu joli en finition qu'on ne voit pas après. Donc là on a continué le processus qu'on avait développé en méthodologie de chantier sur Volocora, sauf que là, on est en poteau-poutre, mais on a quand même les murs ossature bois qui sont en double hauteur. Ce qui nous permet d'avoir une gestion complexe de ces éléments-là sensibles qui sont les recoupements des planchers pour l'étanchéité à l'air, et ce qui permet aussi une optimisation sur le montage de ce projet-là, c'est-à-dire que les murs ossature bois étaient préfabriqués d'usine, ils étaient sur 2 niveaux, ils étaient positionnés allongés sur les camions de livraison, et donc on avait vraiment une optimisation sur la livraison des murs ossature bois. Ce qu'ont rajouté les charpentiers à notre réflexion sur la méthodologie de chantier, c'était qu'ils ont fait un rack de préfabrication sur site pour monter les menuiseries sur site. Parce que, pour optimiser. Voilà, pour optimiser, comme ils avaient sous-traité en partie, etc. Donc ils avaient un rack de préfabrication qui était sur 2 niveaux, et ils avaient leurs ouvriers qui venaient à hauteur d'homme, donc sans complexité, les mises en danger d'ouvriers. Vous pouvez monter parfaitement toutes les menuiseries, gérer l'étanchéité à l'air aussi autour des menuiseries, etc. Puis les fenêtres, là, c'est des fenêtres Minco, que le fabricant de fenêtres Minco, en l'occurrence dans l'Est, est à Dijon, et que c'était un peu débile de les envoyer pour les ramener, donc il y avait une espèce de cohésion un peu évidente. Alors, en revanche, je reviens 2 secondes sur ce point-là, parce que c'est quand même assez... c'est à peu près 70 mètres de longueur, hein, par 45, voilà, ça remercie, par 45, et c'est un projet qui n'a pas de joint d'élévation. C'est-à-dire que notre rez-de-chaussée, le plancher haut de notre rez-de-chaussée, qui est en béton, qui nécessite évidemment un joint de dilatation, a été une véritable bataille lourde de conséquences, puisqu'on s'est vraiment engueulé avec le maçon, parce que lui voulait mettre un JD, on n'avait rien à faire, alors que lui, nous on avait proposé de laisser des réservations pour que le temps de séchage se reprenne, qu'on surferraille et que ensuite, donc des bandes de clavetage, ce qu'on appelle les bandes de clavetage, et qu'on surferraille et qu'ensuite on vient les refermer pour les reprendre. Pourquoi? Parce qu'en bois, il n'y a pas de joint de dilatation quand on construit en bois. Tu peux construire 200 mètres de longueur en bois, il y a tellement de jeux d'assemblage dans un bout de bois qu'il n'y a pas de ça. Et ensuite, autre chose, quand un bout de bois se dilate, par exemple cela, il se dilate uniquement dans sa section.
on considère que la dilatation dans sa hauteur est epsilon, puisque c'est 0,01 microns tous les 10 mètres. Donc on considère que ça n'existe pas. En revanche, il a une capacité à se tasser, et ça c'est le fluage qui est un autre point qu'il y a. Voilà, donc je voulais bien ça parce qu'on m'a soufflé discrètement ce point-là que je n'avais pas dit, qui me semblait évident, mais que je tenais à vous dire que c'est quand même un truc assez fort. Sur ce point. Voilà, donc après quelques photos de montage, parce qu'il faut quelques photos de montage, donc effectivement une petite équipe, c'est l'avantage dans un chantier de construction bois, une petite équipe, une préfabrication, donc ils font leur chantier, ce qu'on appelle un chantier en charpente, c'est vraiment que, en fait ils faisaient au sol pour lever après, donc ils font une partie de préfabrication sur site, et donc on a un levage qui est quand même très rapide. Au fur et à mesure, on a fait plein de photos en face chantier parce qu'en fait, sans les planchers, il y avait. C'est beau. C'était absolument magnifique. Donc voilà. C'est quoi le sens? C'est du pain? Ouais, alors on est tout dans l'épicéa. Alors Enfin, je parle juste après. Donc voilà, les talonnettes qu'on parlait là. Donc on a les poutres, les talonnettes, qui nous permettent d'être calés précisément sur la taille pour mettre quelque chose et qu'on puisse avoir le bois. Voilà. Juste une dernière chose, on l'a fait en BIM. On a essayé de pousser beaucoup les entreprises pour aller jusqu'à la synthèse en BIM. Ça c'était une bataille assez dure parce que tout le monde se vante, mais c'est quand même, la réalité est quand même un peu différente. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on construit en bois, on a toujours beaucoup de pédagogie avec toutes les entreprises quand on est en phase ACP et en phase marché. Toutes les entreprises de second œuvre notamment aussi, de second œuvre et de fluide, pour leur expliquer qu'il faut vraiment anticiper toutes les études. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un trou dans une poutre? Dans une poutre, on peut faire un petit trou de 10, 1, 2. Bon, s'il en faut 10, c'est mort. La poutre, il faut la changer, il faut revoir. Donc ça impose et ça oblige, en fait, et je pense que c'est aussi un point qui est assez important en termes de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait notre rapport, c'est pas de les faire chier, c'est de leur dire mais tu te rends compte, après les choses sont déjà réalisées, donc déjà tu as beaucoup moins d'imprévus qui vont apparaître, et ça c'est quand même extrêmement agréable, même notre rapport entre nous, de se dire que tu as déjà pensé au chantier. Et ça se fait, alors sur ce projet-là, c'était un peu particulier parce que le maître d'ouvrage, enfin bon bref, je ne sais pas ces détails de ce genre de projet, mais en ACT, on propose déjà un genre de choses. C'est-à-dire qu'en ACT, on leur dit déjà, attention, on a déjà dessiné les pièces. Elles sont déjà mises comme ça. Donc, je te donne le nombre de chapelles que tu auras, le nombre de perforations que tu auras, le nombre de réservations que tu auras. Celles qui vont être carrées, celles qui vont être rondes. Donc là, parce que c'est pas vraiment le même prix. Donc voilà, donc c'est aussi important quand on construit en bois, ça, vous le savez, parce que vous avez déjà fait, mais qu'il y a ce rapport en tout cas qui est un peu à l'ancienne, quelque part, de l'architecte qui a un peu de savoir, un peu comme ça, omnipotent, qui raconte un peu à tout le monde et qui fait véritablement le chef d'orchestre. C'est-à-dire que je ne vais pas expliquer à un charpentier comment on pose une poutre, ni comment on se lève un poteau, bien que je vous propose une méthodologie, mais on va surtout, en tout cas, l'amener à lui dire que les interfaces sont déjà gérées et que cette interface-là, on ne peut pas changer. Et donc ça, c'est quand même assez important pour tous les autres qui sont autour. Alors, ce dernier projet là de Krulbarm, la tour Albert ou la tour Krulbarm, enfin peu importe, c'est un point qui est pour nous extrêmement important, puisque c'est un peu le modèle le plus extraordinaire qui est présenté, qui est donc en métal, bien sûr, parce qu'on est sur des hauteurs assez gigantesques, mais qui représente exactement ce que c'est qu'une structure d'habiter un noyau. Et dans Krulbarm, en fait, elle est totalement structurée, contreventée par l'extérieur, avec quelques points internes, mais dans lesquels on habite cette structure-là, et les noyaux n'ont pas besoin d'être dans une tenue particulière. Donc ça, c'est vraiment ce que j'explique souvent en disant à quoi sert cette peau qui vient autour, cette double peau. On peut passer un petit peu cette peau rapidement, puisqu'elle nous sert en fait à maintenir des températures, qu'on a calculé le fait qu'elles ne sont pas jointives, elles sont écartées, qu'on a eu un travail après de visibilité pour en été, la convection que ça permet de chauffer sur la vitre puisque c'est libre, donc ça ne chauffe pas à l'extérieur, donc ça permet de ventiler, et en hiver de maintenir une certaine forme de température à l'intérieur. Donc voilà, rapidement, on a fait les connexions entre ces deltas pour que ça soit une maille continue. On a
On a travaillé avec Simonin, qui est une entreprise assez calée pour pas mal de solutions techniques qu'ils ont, et essentiellement pour le goujon collé. Alors, ils ont une marque qui s'appelle Resix, mais le goujon collé arrive, puisque nous sommes dans la commission de l'Eurocode sur le bois, arrive enfin. Hein, c'est le truc qu'on attend. Ça pourra être utilisé par à peu près tout le monde. Et aussi la connexion des planchers secs, donc c'est-à-dire que comment visser un plancher sur une dalle, visser une dalle béton sur une poutre en bois et de récupérer les efforts par la vis. Puisque ça existe en coulée, ça devrait pouvoir exister en sec. Ça existe dans tous les autres pays d'Europe, mais en France, on est plus fort que les autres. Nous, on a besoin d'autre chose. Encore 2 projets. Donc celui-là, que on passe juste un pavillon éphémère qu'on a fait dans le cadre de Good Rise, qui est un salon pour la promotion des bâtiments de moyenne et grande hauteur en bois. Pourquoi on vous présente ça? Parce qu'en fait, comme je disais, on est toujours assez pédagogique sur la construction bois parce que on n'a pas toujours en face de nous les interlocuteurs qui savent ce que c'est. Et donc du coup, ce projet-là, on a voulu être extrêmement pédagogique pour essayer d'expliquer ce que c'était que la construction bois, donc l'expression du vide, de l'expression aussi de ce que c'est qu'est-ce que c'est que le contreventement. Donc là, on avait dissocié, alors on ne voit pas de ce côté-là, on voit de l'autre côté. Voilà, ça c'est nous qui l'avons construit, on est très fiers. Donc on avait dissocié les 2 parois en termes d'efforts statiques et d'efforts dynamiques, donc pour expliquer comment passer d'efforts. Et après, sur la charpente, on a empilé les différentes sections de charpente qui existent, donc de la poutre, solive, madrier, chevron, demi-chevron et lito. On a dissocié comme ça pour faire l'évocation d'un pavillon japonais aussi, mais en tout cas... Parce que le Japon était à l'honneur. Alors rapidement, parce que on s'était demandé, donc je vais faire rapide parce que c'est le dernier et que vous n'en pouvez plus, mais que je vous ai attendu parce que vous saviez que c'était celui-là qu'il fallait savoir. Donc le parking bois-béton. Parking bois-béton, il est réversible et démontable. Si vous voulez démontable, on le fait. Si vous ne voulez pas, c'est un petit peu moins cher. Voilà. Je parle comme si j'avais des clients en fait de moi. On a déposé un brevet sur la connexion bois-béton parce que ce coup-ci, on s'est dit qu'il y avait peut-être raison l'avocat en 2005, que ce coup-ci, peut-être un jour, on va pouvoir gagner de l'argent. Donc la connexion, puisque en fait, ce qui se passe, qui est assez clair, quand vous avez un tablier, ce qu'on appelle un tablier de 15 mètres de large pour les voitures ou 16 mètres par 70 mètres ou 80 mètres de longueur. Il faut imaginer que les voitures, maintenant on les considère à 2 tonnes, que si on a 25 voitures qui s'arrêtent tout d'un coup et qui roulent à 7 km/h, on passe de 2 tonnes à 4 tonnes et demie, et que donc 4 tonnes et demie fois 20, il y a un effet de rotation dans la dalle qui pose un problème, et donc il faut arriver à pouvoir connecter ça. Donc on a posé un petit brevet pour récupérer cet effort-là. Et donc nous sommes, je le rappelle à cette belle entreprise, à ce studio, cette jeune entreprise qui démarre, que nous sommes donc responsables un brevet, que nous sommes les premiers, et que n'hésitez pas à nous faire appel à nous. Attends, donc, je recontextualise. On n'est pas du tout les architectes les plus à même de construire des parkings. Il y a quand même des confrères qui sont... Comment ça? Non mais... excusez-moi. En termes de programmation... Il y a un bug. Arrêtez de En termes de programmation, nous, on n'avait jamais fait de parking. C'est juste que le parking est sur le même site que la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, donc le projet que vous avez présenté juste avant, est dans une COSAC qui avait 30% de place de parking pour mètre carré constructible en bureau, et qu'on est à Dijon et qu'il y a quand même 99% des gens qui prennent leur voiture. Et donc c'était une des contraintes, c'est-à-dire que les banquiers ne voulaient pas bouger de leur siège s'ils n'avaient pas assez de place de parking pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Donc il n'était pas question de faire le siège si jamais il n'y avait pas des places de parking. Et donc avec le maître d'ouvrage et Rep Siemens, on a eu une espèce de négociation en disant attendez, c'est pas un parking, c'est vraiment un objet, etc. Bon bref, et on a fini par le faire. Non, mais parce qu'on construit en bois, donc l'idée c'était pas de construire un parking qui soit un puits carbone, etc. Enfin, qui soit pas un puits carbone justement, mais l'idée était aussi d'amener une autre réflexion sur une construction légère qui pouvait être écologiquement viable et qui pouvait éventuellement, sur une évolution sociétale du
l'utilisation des transports en commun par exemple, être démonté, soit repartir dans un cycle de vie, bois, industrie, bois, énergie, etc., soit être remonté ailleurs. Donc c'est là d'où est venue notre réflexion sur ce parking silo, voilà, qui n'est pas quand même l'essence de notre conception. Il sera combien de mètres carrés? Alors, tout de suite, les gros mots. Alors, en fait, on est équivalent en béton, suivant un sous-sol. C'est-à-dire qu'on est environ entre, ça dépend en gros de la façade et de la finition, mais brutalement parlant, on va de 12 000 à 16 000 euros. C'est à peu près ce qu'on a, ce qu'on fait autrement. Si on fait 7 niveaux, les fondations coûtent moins cher, mais on a plus de bois parce qu'à un moment donné, ça commence à grossir. On partirait rez-de-chaussée, les 2 premiers niveaux par exemple. Donc juste pour parler de celui-là, c'est quoi? Encore une fois, j'ai encore pas inventé grand-chose. C'est un système en fait d'arches. Hein. Donc c'est un système d'arches, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. Ah bon, il y a un prénom. Voilà. C'est un système d'arches. En fait, donc j'ai un poteau biais, un élément comme ça. Dans l'épaisseur, j'ai mon effort qui vient reprendre ces efforts-là. On peut voir dans cette photo qu'il y a un léger ventre, hein, un truc qui arrive quand on arrive à la nage, qui a un léger ventre, et qui vient reprendre l'effort-là, et qu'en fait, il est retenu par les poutres qui sont dépassées, puisque le fait que ça se plie au milieu, les poutres de l'autre côté relèvent un peu cet élément-là, et donc ça nous permet de tenir. Alors, là, on est au dernier niveau. Le dernier niveau, on a des tirants qui reprennent, puisque j'ai plus de plancher au-dessus qui vient appuyer dessus, qui reprend les efforts. Donc j'ai un tirant qui vient ici et qui vient empêcher que le bâtiment se déverse comme ça, enfin se pile en ce sens-là. Donc c'est un système qui porte sur les 15 mètres. Je triche un petit peu parce que je suis en biais, mais voilà, c'est sur 15 mètres de longueur, on fait les voitures, à peu près naturellement. On est sur des poutres qui sont quand même assez costauds, hein, on est quand même sur 56 de hauteur, 36 d'épaisseur. Donc là, on est sur du lamellé collé, ce qu'on appelle le collage en bloc, et donc pas le collage en lamelle. Donc voilà, je ne dis pas ces détails. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez des histoires de freinage, des histoires de... En fait, il est préférable que la collection ne se fasse pas uniquement par ce biais-là. Hein. Il faut qu'espace permet d'avoir dans toute la rotation, les torsions qu'ils peuvent avoir. Donc je conseille mes confrères de faire attention au fait de bien choisir le bon matériau sur ce cas. C'est du GL32, donc c'est une résistance, c'est une densité de bois qui est supérieure à 450, qui est plutôt à 480, 490, donc il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue, je vous rassure. Et là, au ce moment, on en fait un autre, où ce coup-ci, on fait tout le système structurel en châtaignier. Puisque le châtaignier est à peu près aux alentours de 490 à 520 selon les cas. Que le châtaignier, c'est un arbre qui a une résistance dans le temps qui est quasiment infinie. Je sais pas si vous avez vu des piquets dans les jardins ou dans les parcs, c'est du châtaignier en règle générale, donc ça marche assez bien. Les bateaux étaient faits en châtaignier. Les bateaux étaient faits en châtaignier. Il a une certaine légèreté et une densité, donc voilà, ça c'est important. Et surtout, le châtaignier a une file qui est extrêmement continue et régulière, comme un peuplier aussi. Voilà, donc c'est deux types de bois qui sont aussi assez intéressants. Le peuplier, le problème c'est qu'il peut plier, hein, et non pas casser comme les autres. Les autres cassent et le peuplier peut plier. Et donc c'est plutôt bien si vous allez à Troyes, vous allez voir, la partie de la halle et la cathédrale sont à 100% peupliers, ça a plus de 250 ans, et le truc ne bouge pas, donc il y a des proportions plus importantes. Donc celui-là n'est pas démontable, parce que justement la caisse d'épargne ne voulait surtout pas qu'il soit démontable, puisque leur trouille, c'est que leur demande qu'on le vire et qu'on fasse un permis dans lequel il y a un temps pour le permis autorisé. Donc, voilà. Mais en gros, on a un système de caissons qui sont tous les 2 mètres, donc là on a 2 mètres 70 entre poutres. On a 12 cm de béton qui reprend les efforts, donc les transferts des efforts de circulation et l'ensemble. Et on a le système est totalement libre, les escaliers et les rampes sont totalement désolidarisés du bâtiment, de manière à qu'on n'ait pas d'efforts qui puissent se reprendre les uns sur les autres. Et voilà, ça donne un truc comme ça qui a fait parler de nous. C'est pour ça qu'Alice, elle ne voudrait pas que vous reteniez ça, parce qu'elle voudrait faire des bâtiments hauts que les parkings. Mais moi, je suis super content. Donc on a travaillé sur ce projet-là, qui est un projet qu'on a fait en chaîne, mais on a perdu malheureusement à Marseille. Voilà, qui peut monter sur 9 niveaux, qui est un projet CD Fabrique avec un terrain de sport, etc. Et en ce moment, on fait un projet à Villejuif sur 9 niveaux aussi, avec des bureaux sur des parkings et du commerce à rez-de-chaussée. Merci.
CLT en façade, Jamais. jamais. Bah, le CLT, si tu veux, le CLT, pour quel intérêt? Pour ça, c'est un calcul photo. Mais bon, c'est... oui, non mais je comprends bien, mais le CLT c'est intéressant. Nous, on prend le CLT comme un élément, d'une invention, alors qui date de 64, qui est française, qui est un Alsacien qui travaillait chez Vesrock, à l'époque où Vesrock était encore français, et qui a développé le fait de se dire qu'on va avoir des stocks de bois qui sont extrêmement importants. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir pas les perdre et on va les mettre collés comme ça. Et donc, ils sont dans une réflexion du rondin de bois, du massif et de l'épaisseur de bois, alors que nous, on était plutôt dans du remplissage. On prenait de la terre, on en mettait au milieu, on mettait des bouts de bois, etc. Donc le CLT, si tu veux, le problème que j'ai moi avec le CLT, encore une fois, il y a plein d'endroits, on est sur un projet, en Suisse, si on dit de chez des cellules, ils font genre, attends, comment ça, c'est extraordinaire. Donc on reste aussi très poli avec les gens qu'on a en face de nous, mais le CLT n'a pas d'intérêt particulier si ce n'est pas pour reprendre des efforts continus sur des longueurs qui sont extrêmement importantes. Parce que le génie du CLT, c'est de pouvoir avoir exactement une bande de répartition, là, en l'occurrence sur le projet, qui fait soit 80 mètres de longueur ou 70 mètres de longueur, sur lesquels j'ai un élément continu qui reprend mes efforts. Et ça n'existe pas en bois si le CLT n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai beau mettre de la bouteille comme ça, je ne sais pas mettre cet élément avec juste ce qu'on appelle une agrafe métallique qui reprend mes efforts. Donc ça, c'est intéressant. Après, un poteau-poutre avec de la mob, j'économise de la matière. J'économise de l'espace parce que, en fait, sur 29, j'ai le passif. 29 d'épaisseur, c'est un mur en passif, en bois. Tu mets le revêtement que tu veux dehors, mais ce que tu veux à l'intérieur, mais c'est 29. Donc, en fait, finalement, quel intérêt on a fondamentalement de prendre du CLT, si ce n'est d'aller faire travailler les Autrichiens, les Allemands et les... Alors, c'est vrai que Pifto et Matisse font du CLT maintenant. Matisse, il fait essentiellement sécher ses bois en Allemagne et il les récupère en France. Et Pifto est censé être 100% français. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense que construire, et je parle à des confrères, c'est aussi d'être extrêmement soucieux de la quantité de matière qu'on met dans les projets. Et quand on construit en bois, l'avantage, c'est que ça pousse, mais que ça met un temps quand même assez long à pousser et qu'on ne peut pas se permettre de le prendre et de le balancer comme ça. Dans la continuité justement de cette réflexion sur la quantité de matière, etc., est-ce que le choix des isolants, enfin les autres matériaux, est-ce que vous allez aussi pousser la question? Ouais, mais ça c'est le plus dur. On essaye, mais... ça c'est le plus dur. Là, en ce moment, on est sur un projet de logement en accession sociale à Gennevilliers, et là on est en ouate de cellulose en isolant, par exemple. Après, il y a une question économique aussi, on est dans une réalité... Jusqu'ici, c'était plutôt de la laine de roche. Ouais, laine de roche, laine de verre. Il y a la hauteur, il y a la hauteur pour ça. Et après, on a un problème avec la laine de bois, c'est-à-dire que dépasser 18 mètres, ils n'ont plus les habits techniques, donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les biosourcés, ils ne sont pas encore prêts, donc ça dépend de quelle hauteur on est. Par exemple, vous ne pouvez pas faire d'enduit de façade dépasser donc 18 mètres normalement, en réalité c'est 9 mètres. Mais il y a un article qui permet de dire que c'est 2 fois la hauteur de ce qui est proposé. Bon, voilà, donc ça devient des trucs un peu compliqués. Donc, tous les matériaux un peu comme ça, c'est un peu complexe. J'avoue qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de travailler et de trouver un moyen de travailler avec du nanogel. Voilà, parce que c'est léger, c'est extrêmement fin et que ça pourrait rentrer assez simplement dans les principes. L'autre problème qu'on a, et on est tous à peu près là-dedans, c'est qu'il y a l'effet chaussette. C'est-à-dire que les matériaux avec les vibrations, le temps, ça finit par descendre. Donc on a un calcul thermique nickel, ça marche vachement bien, je vous le dis parce que j'en ai fait plusieurs, et qu'en fait, quand on passe la caméra, on se dit mais attends, là ça va pas du tout, c'est aussi froid que dehors. Et donc voilà, donc ça c'est aussi un autre problème que l'on a dans les projets. Donc on essaye de mettre pas mal de matériaux qui nous intéressent particulièrement. Et nous aujourd'hui, on essaye, parce qu'il y a un matériau qui aujourd'hui est pas mal, marche pas mal, qu'on n'a pas encore réussi, mais qu'on va mettre, qui est le gramiterme, qui est en fait l'herbe. L'herbe. Le foin, mais le foin étant long, l'herbe c'est en cours, et où en fait l'avantage c'est qu'ils ont un avis technique qui est puisqu'il est M1, donc il n'a pas la combustibilité que peuvent avoir les watts et les laines de bois, et du coup il permet de s'allonger sur tout, il est découpable, enfin c'est assez incroyable, c'est assez intéressant, et il a un intérêt aussi, comme un peu la laine de bois, c'est qu'il permet une certaine
déphasage, enfin d'inertie, pour pouvoir redonner un petit peu de fraîcheur dans le bâtiment, ce qui pêche véritablement dans la construction bois, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de projets dans lesquels on met un peu de ciment, un peu de béton, ou des éléments comme ça, ou la chape sèche sur les sols, pour avoir un peu d'inertie, pour récupérer un peu, parce qu'en hiver on est super fort, mais bon là, en été c'est toujours l'endroit où c'est un peu moins, et il se trouve que ça va plutôt aller dans ce sens-là, en température, que dans l'autre, donc on est peut-être un peu à la bourre, mais... L'utilisation de la terre crue. Alors, ça c'est génial. On est sur un truc en ce moment à Toulouse. Comme c'est pas gagné, on ne peut pas dire qu'on l'a fait. Et on a fait exactement du pan de bois, c'est-à-dire qu'on a mis les écharpes visibles en châtaignier, puisque dans le sud ils ont quand même ils ont une profusion de châtaigniers qui vendent aux Espagnols. Les Espagnols collent, coupent, découpent et ravoient en France. Donc on essaye on essaye par notre petit moyen d'essayer de faire changer les choses, de trouver un charpentier, un scieur en disant coupe, trouver un mec qui caractérise pour une proportion. Là c'est un truc qui est assez gros, c'est des bureaux, un bureau de parking et un centre de formation. Enfin c'est gros, c'est 8000 m², voilà, enfin, pour nous c'est gros. Et donc voilà, mais on essaye de trouver d'autres solutions que d'intégrer des matériaux et le plus possible du minéral en extérieur. Parce que c'est pas fait pour le bois, c'est fragile. Enfin, voilà, c'est un élément qui est fragile. Donc à chaque fois que les gens nous demandent du bois à l'extérieur, on dit ah ouais, vous êtes sûr et tout. Parce que puis après d'abord ils sont un peu vexés. Attends quand même, construire en bois ça se voit pas. Enfin bon, quand vous construisez en béton, c'est quand même assez rare de voir un mur en béton, quoi. Je veux dire, à part Nemosus, je veux dire, personne se met à voir les murs en béton. Vous mettez tout un truc blanc, parce qu'on a un truc un peu neutre. Enfin bon, voilà, donc je dis, mettre des plafonds, je veux dire, le chalet, c'est bien quand on est au ski. Enfin, je veux dire, toute l'année, il faut quand même, c'est une certaine forme d'abstraction, quoi. Donc voilà, donc nous, on essaye de rester aussi dans le modèle classique, banal, que tout le monde peut avoir, c'est-à-dire béton, de la pierre, du métal, enfin bon, peu importe, et de rester dans une vision comme ça, et de dire que le bois, on en met où c'est possible. Sur le siège de la Caisse d'épargne, il y a la salle du COS, qui est le conseil, bah oui, ça vous savez, qui est donc énorme, il est hors de question de mettre des poteaux, une ribambelle de poteaux. Donc voilà, on a évidemment mis des poutres en métal sur cet endroit-là, parce qu'il n'était pas question d'aller voir un truc de 2,5 m pour porter son 15 mètres. Donc voilà, donc on est aussi, on essaie de jongler, on essaie de pas trop se faire virer aussi, voilà, parce que ça, il faut pas être trop raide. Mais par contre, on essaie de le vivre avec passion pour les emmener avec nous et leur dire que c'est une aventure incroyable, et ne vous inquiétez pas, et qu'on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on a réussi à vous convaincre vous, mais parfois il faut convaincre aussi des charpentiers. Il faut aussi convaincre des scieurs d'amener du collage en bloc, parce que le collage en bloc en France, il y a une société qui le fait. Voilà, alors qu'ils peuvent tous le faire, ils ont tous les moyens techniques, donc les amener à faire du collage en bloc, c'était aussi une rude épreuve. Donc voilà, donc on est obligé de mettre vraiment, je pense en tout cas, ce qu'on fait nous, on est obligé de mettre vraiment les mains dans le cambouis, d'aller vraiment chercher les gens, d'aller voir un scieur, d'aller voir un colleur, d'aller voir Monesèvre, de forcer Monesèvre en lui disant maintenant tu seras le deuxième, c'est quand même incroyable, tu as un potentiel qui est énorme autour de toi, de lui expliquer qu'il ne va pas forcément perdre de l'argent, mais qu'il va prendre, il va en tout cas pas forcément gagner, mais il va avoir une certaine expérience. Bon, on amène aussi ce genre de choses-là. Et sur le projet de la Caisse d'épargne, on était avec Simonin. Voilà, il y avait plusieurs. Il y a Arbonis qui a répondu, Cruard, enfin, des entreprises un peu un certain galon, quoi. Matisse aussi. Et moi j'avais poussé beaucoup sur Simonin, particulièrement parce qu'en fait ils ont la capacité et la gestuelle du collage, puisqu'ils sont en interne du collage, d'amener aussi les colleurs à nous suivre avec nous, contrairement à Matisse qui vend de la matière et pose de la matière et qui parfois confond le tableau Excel et la réflexion que peut avoir un projet. Voilà, enfin, je sais que vous avez travaillé avec eux, mais c'est pas forcément, c'est pas des ennemis, hein, mais qui parfois est gênant quand on a envie d'amener ou faire évoluer des choses. Il faut que ça existe pour que ça évolue. Et il n'y a que parce qu'il y a cette expérience-là qu'on arrive après à en parler un peu distinctement, quoi. Voilà. Merci. Merci, bien sûr. Vous avez une démarche quand même très volontaire et c'est de pousser un peu tout le monde dans ses retranchements et de pousser toutes les contradictions, toutes les innovations qui n'en sont pas et qui en sont imposées par rapport des choses. Du coup, je suis assez surpris du projet qui est très tramé parce que
autant les... Non mais parce que du coup le parking il est très très bien aussi, j'ai l'impression que vous êtes en train le projet de Marseille est très très tramé aussi. Ah bon. J'ai l'impression que comparé au bâtiment que vous avez fait qui est en ardoise blanche, Ouais. vous avez complètement basculé. Autant avant c'était un peu de manière empirique le punk à chien. C'est-à-dire on prend des allumettes, on les fait tenir et puis ça pousse et puis c'est assez magique. Et c'est quelque chose que quand on pense à la structure bois, on a en tête parce que disons à premier page, il y a une structure comme ça qui tient, je ne sais pas trop comment, quand on désosse le truc, ça tient debout, mais c'est assez magique. Ouais. Les ateliers parisiens aussi, on a l'impression que vous pouvez tramer alors qu'en fait 10 cm près, c'est pas du tout, c'est que des fausses trames. Là on voit au-dessus, c'est en éventail. Et je trouve que le bois, ça permet justement ça. Si on veut entailler la rive de la poutre, il n'y a pas de problème, ça tiendra. Il y a une espèce de, je sais pas, de malléabilité de la matière bois que je m'attendais à plus trouver quand vous avez présenté vos premiers projets, qu'on trouve que à la fin. Je suis désolé de t'avoir déçu. Vraiment, j'en ferai une autre, avec que des trucs à punk à chien. Mais non, très tramé en vrai. Je te rassure, c'est ultra tramé. Mais même ça, c'est ultra tramé. C'est-à-dire que même s'il y a une petite, c'est là-haut, pas en bas. Parce que le bois, tu peux pas rigoler, tu peux pas mettre un bout de bois à côté d'un autre bout de bois. S'il sait pas faire les transferts, c'est pas du métal. Et le bois, si tu écrases un bout de bois et qu'il s'écrase et que ça se décolle là-haut, déjà on a un jeu d'assemblage qui est toujours un enfer quand tu construis en bois. Si tu le testes, tu verras, c'est assez. C'est-à-dire que si j'ai 2 mm de raccord entre ces deux-là, comme ça et comme ça, au rez-de-chaussée, quand tu es au 6e niveau et que ça fait 80 cm, c'est gênant. Et puis qu'en plus, il y a la souplesse du bois avec le vent, donc tu arrives à 2 mètres de décalage, ça commence à faire des ordres. Mais donc, non, en fait, même dans les projets qu'on t'a présentés là, qui sont l'air d'être un peu rigolos, c'est vrai que dans le logement et dans l'existant, tu es toujours dans des formes un petit peu biaises. Bon, donc ça fait, et tu n'es pas dans une ZAC, en disant merci, je me fais un carré rectangulaire précis. Que c'est quand même, tu verras que c'est quand même plus simple de trouver un bout de bois rectangulaire ou carré, que rarement tu le vois en queue d'aron ou en queue de billard, tu vois, c'est quand même assez comme ça. Et que dès que tu commences à devoir dérégler une ligne de commande pour pouvoir retailler quelque chose, entailler un truc, ça chiffre. Et que j'ai pas encore, alors là on fait un projet en Suisse, enfin on va peut-être faire un projet en Suisse, donc là peut-être que je vais pouvoir faire des trucs complètement fous, que les honoraires coûtent à 18% et que je vais pouvoir travailler jusqu'à des détails absolument dingues. Pour l'instant, si tu veux, quand tu construis en bois, tu restes quelque chose. Enfin, tu vois, au début, la banque, il a voulu avec des courbes. Je dis, attendez, vous avez déjà vu un tronc d'arbre, vous, comme ça s'appelle un pain parasol, et vous avez vu, en général, on ne construit pas avec ça, quoi. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, non, souvent on dit ça, hein. On dit un arbre, d'abord on commence à faire un tronc bien droit, et après les branches, elles peuvent s'éclater comme elles veulent, quoi. Et si le tronc n'est pas droit, les branches, elles vont rester le plus proche possible du tronc, quoi. Non, et puis à l'agence, la conception, quand même en logement, on commence par la trame en fait. Donc la trame, elle est ultra présente tout le temps et en permanence, même si tu la vois moins quand on fait des projets de logement en dents creuses, tu vois, en contexte urbain dense, parce qu'effectivement, il y a ces biais, il y a ce rapport à la rue, etc. Mais elle est tout le temps là. Elle est 60, elle est 120, elle est tout le temps. Puis c'est la faute d'Alexandre, de manière. Franchement, non, il y a autre chose aussi moi j'avais dit, fais-moi un truc un peu rigolo, mais non, on va sur la trame, son côté un peu allemand. Bon, C'est ça. J'étais obligé d'accepter. Non, et aussi la banque, c'est un projet qui est beaucoup plus gros en termes d'échelle. Et tu vois une trame de poteau qui est beaucoup plus présente parce qu'en fait, on a aussi une échelle qui est différente avec des espaces qui sont différents. Quand tu es en logement, le poteau, il va tomber sur une cloison, tu vas plus l'avoir. C'est un grand mécano, donc tu ne peux pas avoir un système détramé. C'est ingérable sur un chantier, il faut avoir forcément un moment comme tu vas tout dessiner, tous les assemblages, tu ne peux pas avoir 1000 détails. Et c'est pour ça que de toute façon, tu vas avoir une pièce qui va être constitutive de la plus grande surface possible. Et puis tu vois, sur le parquet, on ne t'a pas montré, mais les poteaux au rez-de-chaussée, ils sont énormes. Au deuxième, ils s'affinent. Et au troisième, c'est plus qu'un bout de métal. Donc voilà.
Ouais, bon là, c'est pas dans le sens là qui sont épais, mais bref, c'est dans l'autre sens. Mais si tu veux, c'est aussi un jeu d'épaisseur sur lequel on peut jouer sur la matière. Mais si tu veux, par exemple, un parking, bon, il y a des voitures, une place de parking, je sais pas si tu as déjà fait des parkings, et c'est rarement 2,72 m. Voilà, je vais faire un 2,83, vachement bien. Tu vois, non, quand tu es à 2,50, tu sais que tu perds de l'espace parce que c'est trop grand. Donc, tu vois, c'est aussi le sujet qui fait ça, quoi. Bon, là, en l'occurrence, les logements qu'on fait, si tu veux, on va diminuer la matière en partie haute, parce que c'est aussi un jeu qu'on aime bien, comme je sais pas si tu connais ce projet de Kérès à Lyon, tu vois, où il y a des poteaux, il finit par faire le minimum de matière, que je trouve magique, voilà, qui est un peu cette idée aussi. Mais le bois, c'est quand même, en règle générale, si tu regardes, c'est pas très fun, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre, ça s'appuie les uns sur les autres. D'ailleurs, si tu vois ici, quand même, c'est assez régulier. Et quand tu montes, tu peux commencer à rigoler. Après, sur un plancher, tu peux faire un trou, une mécanique. Parce qu'un plancher, le plancher là, c'est le même, hein, c'est que les poteaux. Mais les poteaux, notamment si tu commences à dire à ton charpentier, alors là, j'ai un beau teint de détail pour les raccords poteaux, ton prix, il sort jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi une réalité.